Bien, bonjour à tous ou rebonjour. Merci de votre présence ici à Rennes aujourd'hui pour cette troisième rencontre bretonne donc des TIS et du e-learning. C'est une petite aventure qui a commencé il y a 3 ans maintenant, pas très loin de base dans le Finistère, et puis petit à petit on se rapproche de la capitale en ayant choisi après Saint-Brieuc l'an passé la ville de Rennes pour nous accueillir aujourd'hui. Au cours de la journée, vous allez pouvoir bien sûr rencontrer les différents acteurs du e-learning dans l'espace salon. Et puis, nous allons pouvoir assister à deux conférences. Donc, l'une ce matin, je vais revenir sur les plateformes de formation. Et la seconde cet après-midi sur la thématique davantage de l'ergonomie et de l'image, et du rôle de l'image dans les outils de formation. Voilà, donc pour ce matin, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, sinon peut-être lancer le sujet et présenter nos invités qui ont bien voulu être parmi nous aujourd'hui. Donc Pierre-Henri Almaric pour Expertime, Quentin Vivier pour Futursphere, Jérôme Brouillet pour Idoceo et Jean-Luc Pevrier pour Stratis. Et donc je vais tout de suite laisser la parole à Sylvain Vacarès pour lancer cette première table ronde. Et vous souhaiter une bonne journée pour cette troisième rencontre. Merci Jean-François. Donc, écoutez, bienvenue, bonjour à tous. Alors, on va traiter ce matin d'un sujet qui est le sujet des plateformes e-learning, des LMS, Learning Management System. Alors, on a pour ça, Jean-François vient de le dire, 4 invités tout à fait pertinents pour traiter de ce sujet-là, puisqu'ils représentent une grande partie de l'offre en fait, et une partie significative de l'offre de ce type de plateforme en France. Juste avant qu'on lance le sujet pour l'introduire, je voulais déjà peut-être faire un petit sondage parmi vous pour savoir qui est utilisateur d'une plateforme dans la salle. D'accord, oui, on a affaire à une bonne partie de gens expérimentés. Parmi les gens qui sont là, y a-t-il des gens qui ne savent pas du tout ce que c'est? Non? Bon. Donc on va pouvoir monter le niveau des débats. J'espère que vous êtes tous bien prêts. Bon, j'avais prévu une petite introduction, donc pour rappeler un petit peu ce qu'on entendait par plateforme. Ça vous servira plus à circonscrire finalement le sujet qu'à apprendre des choses. Ce sont des produits qui sont nés bien avant le web, ça naît dans les années 80, fin des années 80. Ça correspond à un besoin d'administration de l'information, de tracking, essentiellement au départ. Et avec le web, ces produits ont pris un nouvel essor. D'abord, ils sont beaucoup développés, et puis surtout, il y a eu une dimension de diffusion qui est apparue, qui n'existait pas dans les produits originaux. Et donc, aujourd'hui, cette offre est largement variée. Il y a plusieurs centaines de produits référencés sur le marché aujourd'hui au niveau mondial. Et on va essayer, au travers de cette table ronde, de faire un petit peu le point sur un certain nombre d'aspects de l'utilisation de ces logiciels, à la fois en termes de projets, de fonctionnalités, d'évolution, de tendances, de communication aussi avec les autres outils que sont les outils de production de contenu, les systèmes de gestion de compétences ou systèmes de communication variés que l'on trouve dans les entreprises. Aujourd'hui, ce que l'on peut dire, c'est que ce qui caractérise ces produits ou ces logiciels, c'est d'être des serveurs web architecturés sur la base d'un serveur web et d'une grosse base de données, qu'ils ont en général en termes de fonctionnalité tous une partie qui permet de gérer des utilisateurs, une partie qui permet de gérer un catalogue de cours, une offre de formation, les inscriptions évidemment c'est court pour rejoindre les utilisateurs et puis les cours. Et puis ils permettent l'accès sécurisé, administré de ces utilisateurs à ces cours. Bien sûr, une des fonctions importantes du LMS, c'est de stocker aussi toutes les informations qui concernent ce que font les gens sur la plateforme, qui permet derrière une utilisation à la fois administrative, comptable et financière, mais aussi bien sûr pédagogique, et on reviendra sur ces différents points. Je vous propose d'organiser cette table ronde au travers de quelques thèmes. On verra successivement, peut-être un petit peu, pour commencer, on fera un petit tour d'horizon des types de LMS, de manière à peut-être caractériser quelques grandes familles de produits. On verra ensuite, et ça ce sera plus intéressant à mon avis pour entrer dans le fond du sujet, quels sont les usages en fait, qui sont faits aujourd'hui de ces plateformes, à quoi les utilisateurs
utilisent justement ces produits. Pourquoi faire? Est-ce que c'est pour faire du suivi administratif? Est-ce qu'il y a une dimension pédagogique développée? Est-ce que c'est des usages sont variés? Est-ce qu'au contraire, tout le monde se comporte de manière assez homogène avec ça? On verra également quelques éléments concernant la mise en place d'un LMS, quelles sont les grandes caractéristiques d'un projet de mise en place d'un LMS. On verra également les rapports entre les LMS et puis les outils périphériques, donc les outils de production de contenu, puisqu'il faut bien évidemment alimenter ces LMS en contenu, mais aussi les autres systèmes, comme les systèmes de gestion de compétences, les autres systèmes du système d'information, des organismes de formation, des entreprises. Et puis, ça nous permettra d'aborder un petit peu les normes, des choses comme ça. Et puis, on verra ensuite, pour terminer, un petit peu quelles sont les évolutions qu'on peut imaginer pour le futur. Comment se positionnent les LMS aujourd'hui par rapport à d'autres systèmes, comme les CMS, comme les réseaux sociaux. La question est souvent posée, on y reviendra. Et puis, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour ce genre de produit dans les quelques années à venir. On demandera à nos invités ce qu'ils en pensent. Voilà, donc je vous ai brossé un petit peu le parcours, un parcours assez vaste. Bon, sur la forme, on est dans le cadre d'une table ronde, donc moi j'ai préparé un certain nombre de questions pour engager le débat. On va faire participer évidemment nos invités, puis à la fin de chaque thématique, on vous proposera de poser des questions, vous pourrez intervenir. Plutôt que de faire ça complètement à la fin, on essaiera de faire ça de manière un peu plus interactive au fur et à mesure de l'abord des différents thèmes de cette table ronde. Voilà, donc je vous ai dit, on va commencer peut-être par l'offre. Donc qu'est-ce qui caractérise aujourd'hui en fait les LMS? Donc peut-être le plus simple, c'est de demander déjà à nos invités qui nous présentent un petit peu ce qu'eux proposent en fait, quelles sont les caractéristiques de leurs produits, et puis également si parmi vous voyez des grandes familles finalement de produits. Est-ce que les LMS c'est une population homogène, ou est-ce qu'il y a quelques grandes tendances qui se dessinent, des grandes familles qui permettent de caractériser les produits? Alors on va commencer peut-être par Pierre-Henri Amérique, qui est vers droite. Alors, voilà. Oui, bonjour. Un petit mot, donc Pierre-Henri Amérique, je suis directeur de la société Expertime, donc la société qui a été créée en 87. Donc effectivement, comme aussi disait Sylvain, je pense qu'à l'époque, on ne parlait pas encore de LMS. Je me suis encore plutôt de l'acronyme, je crois qu'on parlait de CMI, Consumer Management Interface. Donc on était effectivement plutôt sur des outils de gestion, de suivi, de la formation à travers les CD-ROM. Donc ensuite, Internet est passé par là, l'acronyme LMS est arrivé. Le LMS chez nous, effectivement, c'est quelque chose qui est effectivement particulièrement ancien. Je crois que notre première LMS qu'on a installée en 2002, c'est une plateforme qui s'appelle Quality Manager, qui est encore aujourd'hui utilisée et qui est encore développée et installée chez beaucoup de grands comptes et moins grands. Que vous dire sur la plateforme, je crois qu'effectivement, tu l'as bien défini. Nous, ce qu'on attendait des LMS, c'est les fonctions d'identification, donc cours, utilisateur. Affectation, donc être capable de distribuer le bon cours à la bonne personne au bon moment. Donc cette notion d'individualisation est particulièrement importante. Le bon moment s'entend de façon calendaire, mais ça puisse s'entendre aussi de façon pédagogique. Donc on est capable de créer des règles d'enchaînement, des activités pédagogiques. Ensuite, le deuxième aspect, c'est l'aspect tracking, donc être capable effectivement d'avoir un bon suivi et de savoir de qui a fait quoi quand précisément. Donc on a pour ça effectivement on peut s'appuyer sur des normes. Je pense que le sujet reviendra par la suite. Et puis avec le temps, on a pu aussi arriver de nouvelles fonctionnalités qui sont effectivement des fonctionnalités de type communication. Puisque effectivement, en termes de e-learning, il faut lutter contre les problèmes d'abandon, il faut effectivement accompagner les apprenants. Et on a vu des tas de fonctionnalités apparaître au fil du temps. Je pense typiquement aujourd'hui à des réseaux sociaux, je pense par exemple aussi à des notions de plan d'animation pour être capable de séquencer la remotivation, la remotivation auprès de l'apprenant. Donc c'est des choses qu'on a vu effectivement évoluer avec le temps. En termes de LMS, je pense qu'on fera le tour, mais je crois que maintenant effectivement, l'offre est particulièrement hétéroclite. Il y a une très très grande variété. Malheureusement pour un seul cible, ce qui n'est pas forcément très clair pour nos clients. D'accord, merci. Jean-Luc Février, donc. Ok, oui. Jean-Luc Février, je suis directeur du cabinet Stratis. Alors j'ai un point commun avec les personnes qui nous accueillent ici, c'est que je viens de province également. Et j'ai cru, moi, en 2002, également qu'on pouvait faire du e-learning depuis la province. En discussion avec Sylvain tout à l'heure, l'avènement et on va dire le développement
des réseaux Internet nous a permis de pouvoir faire du e-learning depuis des endroits un peu plus reculés, on va dire ainsi. Alors, bon, moi j'ai on va dire une place un petit peu à part, peut-être dans ce tour de table, puisque en fait je ne représente pas ni un éditeur, ni une société éditrice d'une plateforme de formation. Mon cabinet intervient dans 2 champs, hein, l'accompagnement des formateurs et l'accompagnement des organismes de formation sur on va dire, des projets de mise en œuvre, d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre. Mais on s'est orienté il y a environ 6-7 ans sur, par intérêt et aussi par opportunité lié au projet que nous accompagnons sur les outils open source, et donc pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc sur les LMS open source. Et on a mis en place un certain nombre de choses, découvert, pratiqué, et on a jugé utile l'année dernière d'essayer de dresser un panorama qui puisse être utile aux organismes de formation, principalement, on va dire petits et moyens organismes de formation, pour faire un choix parmi ces plateformes open source disponibles en langue française. Il fallait quand même réduire un petit peu le champ, hein, puisqu'on en a quand même toujours, je crois, dans la liste TOT environ 150. Hein, donc il ne s'agissait pas de comparer 150 plateformes, on n'en a retenu que 9 disponibles au minimum en langue française, et des plateformes d'origine française ou des plateformes étrangères également. L'idée, on pourra en reparler sur d'autres points, était de prendre le point de vue du formateur et de se dire en tant que formateur, qu'est-ce que je peux attendre d'une plateforme pour réaliser des activités pédagogiques que je réaliserai éventuellement en face à face, comment est-ce que je peux les transposer sur un LMS, comment est-ce que je suis capable également de gérer mes groupes, bien évidemment, et ça renvoie à ce qui était évoqué à l'instant, toutes les fonctionnalités, bien sûr, de tracking, de suivi, enfin de l'inscription jusqu'à la restitution des informations. Alors, pour répondre à ta question, Sylvain, qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui, hein, et donc, moi, je ne serai que l'interface entre... D'ailleurs, on a du mal à trouver un nom pour ceux qui fabriquent, je vais dire comme ça, les plateformes open source, parce que ce ne sont pas des éditeurs. On va dire que pour parler de concepteurs, voilà, je ne serai que l'interface entre ces concepteurs et essayer de vous retransmettre la perception que nous en avons eue. En fait, on a, comme M. Amelin vient de le dire, c'est très hétérogène. Dans l'implantation, on a d'excellentes plateformes, mais qui, dans certains cas, ne sont installées que dans un cadre très fermé. Ça ne va pas dépasser la 50aine d'installations, hein, avec quelques centaines ou milliers d'utilisateurs. On peut quand même parler de milliers. On a quand même choisi des plateformes, on va dire, suffisamment représentatives. Et puis d'autres plateformes, Moodle pour pas la citer, puisque je pense que vous la connaissez tous ici, cette plateforme, qui revendique, et je parle bien de revendique, environ on va dire 50 000 installations et près de 60 000, plus que ça, mais dans tous les cas près de 60 millions d'utilisateurs de par le monde. Donc des choses bien évidemment très, très hétérogènes dans leur support, dans leur communauté qui les fait vivre, et puis dans les services qui peuvent y être associés, voire même dans la façon dont on peut communiquer avec ces concepteurs de plateformes. On est sur des choses, on verra aussi très différentes sur d'autres aspects, entre ces plateformes open source et les plateformes, alors je ne sais pas comment on les qualifie, propriétaires, commerciales, éditeurs, voilà, éditeurs, les plateformes éditeurs, donc on aura des approches et des services différents. D'accord, merci. Jérôme? Bonjour à toutes et tous. Jérôme Bois, je suis directeur et fondateur de la société I2CO, voisine de Rennes, puisqu'on est basé à Nantes. En quelques mots, I2CO, on a une solution globale, une solution logicielle qui permet de créer, gérer et diffuser les ressources. Donc on va couvrir un champ qui est celui-ci. Et en quelques chiffres, c'est 130 collaborateurs répartis dans 11 pays. Le gros de la troupe étant pas loin d'ici, avec 85 collaborateurs. Donc, pour répondre à la question sur les grandes catégories de LMS, je dirais qu'à mes yeux, il y a 3 grands types de LMS. Il y a le LMS qui
focus sur ce qu'a dit Pierre-Henri, c'est-à-dire effectivement les briques fonctionnelles clés, la diffusion, le tracking, l'adressage, etc., etc. Je ne vais pas les répéter. Et puis ensuite, on va trouver deux grandes familles. Une famille LMS orientée optimisation des processus RH, donc c'est-à-dire des LMS qui vont intégrer ce qu'on appelle la partie TMS, gestion administrative de la formation, puis la partie gestion des talents. Voilà, en gros, ce qu'on va trouver dans ce type de catégorie LMS centré sur l'optimisation des processus RH. Et puis, presque de l'autre côté, le LMS est un point pivot de ce marché dans le monde RH. De l'autre côté, on a des LMS plutôt centrés sur l'efficacité pédagogique. Donc, c'est-à-dire créer, gérer, diffuser de la ressource. Et ça s'arrête là. Donc, on peut un peu sectoriser le marché selon ces trois grandes catégories. Le LMS pur, focusé sur les grandes fonctionnalités évoquées précédemment. Le LMS orienté RH. Et après, le LMS qui est plutôt intégré dans une chaîne orientée efficacité pédagogique. Voilà, en très très résumé, ce que je pourrais dire sur le marché. Merci. Quentin? Bonjour, Quentin Vivier. Donc moi j'ai une légère différence avec mes collègues de table ronde. Je ne suis pas le dirigeant de ma structure. Je suis ingénieur d'affaires grande clé au sein de la société Future Skills Cifadis. Donc Future Skills qui est le moteur formation du groupe Manpower et qui est surtout basé sur l'entité Cifadis que vous connaissez peut-être, sans doute, qui est plus que voisin puisque nous sommes basés à Rennes. Et Cifadis est éditeur de logiciels depuis 2001. Donc voilà, nous la structure est vraiment basée sur ce que Jérôme disait, c'était entre la création, la gestion et la diffusion. Nous, Cifadis Suite, c'est une solution qui permet de faire la gestion et la diffusion de la formation. On n'est pas dans le monde de la création de contenu de formation. Voilà, pour résumer, on travaille avec tout type d'entreprise, centre de formation, administration. Pour faire très simple, 50% de nos clients ont moins de 1000 collaborateurs ou utilisateurs, 50% en ont plus de 1000. Ça va donc du coup de 50 à 170 000 collaborateurs ou utilisateurs par plateforme. Moi, ce que j'ai envie de dire, pour compléter ce qui a été dit depuis le début sur l'organisation des plateformes, je rejoins assez Jérôme sur la différenciation pédagogique et administrative. On pourrait presque faire une deuxième différenciation sur quel objectif est-ce qu'on donne à cette plateforme in fine. C'est-à-dire, il va y avoir des catégories de plateformes qui vont plutôt s'adresser à des publics qui ont un besoin surtout de créer des communautés, créer des communautés d'apprenants, de la cohésion, et donc des plateformes qui vont plutôt être orientées pour répondre à ces problématiques. C'est non seulement la communication, mais également le partage d'informations et la contribution et la montée de compétences communes. Et puis d'autres plateformes qui vont plutôt être orientées en termes d'objectifs sur aller au maximum dans le sens de la certification, dans le sens de la réglementation, de la montée de compétences liées plutôt au monde des entreprises. C'est plus, pour moi, la seconde différenciation que j'en ferai par rapport à ce qui a été dit. D'accord. C'est intéressant parce qu'effectivement, vous avez commencé à dresser un certain nombre de catégories. Vous êtes quand même resté très sur les aspects fonctionnels, donc finalement très centré sur les usages. Alors, ce sera l'objet de notre deuxième thème, on y reviendra largement. Moi, avant qu'on passe justement à ce thème-là, j'aimerais vous interroger sur d'autres aspects. Vous n'avez pas beaucoup cité les aspects techniques, qui peuvent être aussi peut-être quelque chose de clivant entre les différentes offres du marché. Vous n'avez pas non plus parlé du service en fait qu'il y avait autour de ces logiciels, puisque c'est quand même des logiciels importants qu'il faut administrer, sur lesquels il va y avoir des interventions à faire. Donc est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à ces domaines qui sont techniques ou en matière de services apportés aux clients aussi, à l'utilisateur, est-ce que vous voyez là aussi des grandes catégories qui se distinguent? Je ne sais pas qui veut intervenir sur ce champ-là. Je peux juste introduire, on va partir dans ce sens-là. Voilà. Alors, d'un point de vue technique, moi ce que j'aime bien dire souvent, c'est que la plateforme légale n'est pas être connue. En fait, si on en parle, c'est que ça ne va pas dans le domaine une fois que c'est mis en œuvre. Donc la technique a toute sa part, elle est vraiment très importante dans un déploiement de projet plateforme. On va pouvoir apporter différents types de services. Ce sont des services qui vont aller de l'installation, qui vont aller de l'intégration graphique, du paramétrage, pourquoi pas de développement spécifique et de réalisation d'interface. Ce qui part en fait à partir de ça, c'est pas tant les services, on peut les proposer ces services-là, c'est plutôt, il faut vraiment se dire quels sont les besoins en face
Et c'est pour ça que moi la technique n'est pas le premier point quand je parle d'une plateforme, puisque il y a des gens en face de nous qui vont dire moi la technique ça m'intéresse pas du tout, je veux pas en entendre parler, je veux avoir une plateforme qui fonctionne rapidement, en 3 semaines, en 1 mois, et voilà. Et puis d'autres personnes qui vont au contraire venir en me disant moi j'ai une grande problématique SIRH, et là dans ces cas-là la technique rentre en jeu. Et donc qu'est-ce qui va jouer? Il va y avoir les questions de technologie, on parle d'open source, on parle de techno Microsoft, donc ça joue sur les degrés d'installation, est-ce qu'on installe chez le client ou à l'extérieur. Il va y avoir les volontés, qu'est-ce qu'on veut faire remonter vers le système d'information. Donc voilà, ce sont des services. Du coup, à partir de ces mots, à partir des objectifs qu'on va pouvoir fixer, les services vont en découler. Maintenant, je ne vais pas vous faire le listing de tous les services qu'on peut réaliser, c'est pas l'objectif ce matin, mais voilà. J'ai tendance à dire, partons des objectifs, qu'est-ce qu'on veut en faire, les services, après, on est à même de les apporter. Oui. Vous vouliez réagir? Non. Non. Donc je rejoins le fait que la technique doit être masquée. Je dirais même dans les processus d'intégration, elle est en tâche de fond, plus ou moins forte en fonction de la complexité de l'architecture dans laquelle on vient s'implanter, mais c'est jamais ça qui fera la réussite du projet. Éventuellement, si votre prestataire est pas bon, ça peut faire l'échec, mais c'est quand même assez rare, en tout cas il n'y en a pas ici. Mais c'est pas ça qui fera la réussite du projet. La réussite du projet, elle est dans l'objectif final. Et le gros risque finalement, c'est de perdre cet objectif final en focusant, j'arrête de dire ça, c'est pas français, en focalisant, mais la force de travailler avec les Québécois, c'est compliqué, en focalisant sur les aspects techniques. C'est-à-dire à un moment donné, quand les aspects techniques débordent, y compris dans le projet, toute l'équipe, côté client, va être concentrée là-dessus, essayer de comprendre plein de choses qui ne sont pas du tout de leur métier d'origine, puisqu'ils sont responsables de formation ou RH, et ils vont être pollués par ça, et le risque c'est de perdre de vue la finalité. Et la finalité c'est quoi? Elle est toujours à 2 niveaux. Il y a un premier niveau qui est celui qui cache un peu l'arbre, c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est le besoin du service formation. Mais en fait, in fine, l'objectif c'est de faire grandir l'entreprise. L'objectif de la formation, quoi qu'on dise, c'est d'améliorer le capital humain de l'entreprise, et pourquoi on fait ça? Pour améliorer la performance de l'entreprise. Et donc c'est de garder en tête cette chaîne de valeur qui est quelque chose de capital dans le suivi du projet, et souvent on peut s'y perdre. Ok. Alors par conviction personnelle, je partage tout à fait ce qui a été dit sur le fait que la technique, on ne devrait pas en entendre parler dans un projet e-learning. Malgré tout, on sait qu'un projet e-learning qui soit vu à l'échelle, et moi je vais beaucoup plus parler, je pense que vous l'aurez compris, des organismes de formation, parce que c'est ceux que je connais le mieux, je suis beaucoup moins personnellement, et les outils également implantés dans les entreprises. Je pense qu'un projet e-learning, il a effectivement un pied dans la techno et un pied quand même dans la pédagogie. Alors, même si je suis tout à fait favorable à pencher, à m'appuyer beaucoup plus sur le pied qu'à dans la pédagogie, on répète jamais assez souvent face à une équipe que l'on rencontre qu'un projet e-learning, c'est un projet de formation, quand même. C'est pas un projet informatique. Bien sûr, il y a de l'informatique. Et c'est le grain de sable, comme disait Jérôme à l'instant, c'est les projets qui ne marchent pas. En l'occurrence, ça peut être parce qu'il y a eu un grain de sable technique qu'on a oublié, on n'a pas tenu compte. On a tous connu à un moment donné un super projet qui avait été monté, et puis on n'avait pas consulté le service informatique, et puis au moment d'appuyer sur le bouton, ah ben non, ça ne marche pas, parce qu'on a oublié de préciser telle ou telle chose qui n'était pas réalisable dans l'entreprise. Donc il y a vraiment 2 dimensions, et on ne peut pas en négliger une. Alors comme je disais, par conviction, parce que oui, je pense que ça devrait rester derrière. Maintenant, si je me remets moi dans le contexte des plateformes open source, bon, je vais essayer d'être un peu le défenseur, bien qu'on n'ait pas besoin de les défendre et qu'il n'y ait pas de combat. Il y a effectivement la dimension technique prend peut-être un peu plus d'importance dans le sens, il y a aujourd'hui, on parlait de services justement qui sont autour, moi je suis à la fois interrogatif et un peu déçu de voir que sur les 10-15 dernières années, depuis le temps où on commence vraiment d'installer des solutions open source, pas uniquement dans le domaine des LMS, mais aussi dans d'autres domaines, on a malgré tout une offre de services qui est relativement pauvre autour des outils open source. Et on le retrouve pour les plateformes de formation. On n'a pas une offre de services qui est énormément développée.
Ce qui fait que la dimension technique, du coup, reprend de l'importance, parce que on va pas pouvoir s'appuyer sur un prestataire, et c'est le cas notamment si on veut faire appel à, on va dire, un service de type mode SaaS, on va quasiment pas trouver aujourd'hui une offre avec des plateformes open source en mode SaaS. J'ai presque envie de dire d'ailleurs que c'est à la limite contradictoire, parce qu'on prend un produit, un mode SaaS, on nous propose un produit avec des fonctionnalités, il évolue, il a une garantie de service, etc. Il y a tous les avantages, je pense qu'on reviendra certainement sur cet aspect-là des choses. Mais on le prend tel qu'il est. Bien sûr, on peut certainement, j'imagine, avoir des adaptations, mais la base quand même, c'est de prendre un produit fini. Et une plateforme open source, ce qui peut la rendre intéressante, c'est de pouvoir l'adapter, pouvoir la tordre, pouvoir lui mettre le template qu'on a envie, lui rajouter une petite fonctionnalité, une petite brique. Donc ça, on ne répond plus à cette logique-là. Mais au-delà de ça, on a besoin, dans tous les cas, à un moment donné, d'avoir une compétence technique. Donc cette compétence technique, soit on est capable de la trouver à l'extérieur, chez un prestataire, et dans une offre intégrée telle qu'elle peut vous être proposée avec des éditeurs, soit on a besoin de l'avoir en interne, et dans ce cas-là, il va falloir trouver les bonnes compétences, et s'assurer que ces compétences soient capables de maintenir le dispositif à niveau en permanence. D'accord. Donc ça, c'est un avis que tu partages sur la distinction, notamment entre le clivage qui a été fait finalement entre l'open source et on va dire les plateformes qui sont éditées. Face à... je revenais quand même, je voulais pas trop lier la technique. J'ai un peu le premier sentiment, j'ai un peu le sentiment que la technique, effectivement, je veux bien qu'on l'oublie. C'est quand même le premier, on oublie, c'est le premier frein qu'il faut lever. Monter un projet sans un DSI, d'expérience expertise, je crois que ça se fait pas, c'est pas conseillé, ça marche pas. Donc oui, effectivement, je veux bien qu'on oublie les techniques à partir du moment où elle a été effectivement très très bien anticipée. Alors, la deuxième tendance, c'est clair, c'est qu'aujourd'hui on a quand même des clients qui sont plus sur l'achat de services que l'achat de licences. Et ça, je pense que c'est une vraie tendance. Effectivement, ce qu'on commence un peu à évoquer, on entend tous parler du cloud, on entend tous parler du mode SaaS, et le mode SaaS, bien sûr, intègre complètement aujourd'hui les offres e-learning. Donc les éditeurs doivent se repenser leur modèle économique. En tout cas, c'est le cas, je pense que la plupart des éditeurs représentent ici. D'accord. Ça c'est intéressant, parce que ça veut dire que finalement, si on achète le LMS comme un service, on n'est pas obligé de s'intéresser à la mécanique qu'il y a derrière. Donc on pourrait en conclure que toutes les solutions sont équivalentes en termes de montée en charge. Moi vous ne me ferez pas croire ça, ça fait quand même longtemps que je travaille dans ce monde-là. Je connais des tas d'LMS qui sont incapables d'avoir 1 million d'utilisateurs et de supporter la charge. Enfin, c'est comme si on disait je peux faire de la comptabilité avec Ciel Compta et SAP, c'est la même chose. Il y a quand même il y a quand même un problème d'architecture technique, il y a quand même un problème de solidité, de performance, et certains outils sont adaptés, par exemple, au fait de pouvoir avoir des serveurs miroirs ou des choses qui permettent de garantir la montée en charge. Je vous ai pas trop entendu là-dessus. Je pense qu'en fait, c'est pas tellement lié. Enfin, ça dépend. Il ne faut pas comparer des choux et des carottes, effectivement. Si on prend les LMS, les top players que vous pouvez avoir en France, vous en avez au moins certains sur la table, le LMS, c'est pas le problème. La problématique, c'est l'infrastructure d'hébergement qui est derrière. Donc, ceux qui sont capables de proposer des solutions en mode cloud, il faut voir en fait le système cloud qu'ils utilisent. En ce qui nous concerne, on est chez IBM, donc finalement, cette problématique-là, elle est déportée chez IBM. Est-ce que IBM est capable de répondre à ce type de demande 1 million d'utilisateurs, c'est rare, ceci dit, mais on est en train de l'expérimenter puisqu'on a gagné récemment la plateforme de l'éducation nationale pour former l'ensemble des professeurs, donc on avoisine ce chiffre, et on est sur ce type de problématique-là, mais c'est des problématiques d'hébergement, c'est pas des problématiques de performance du LMS. En l'occurrence, c'est pas là que ça va casser. Si ça casse, c'est beaucoup plus sur la partie hébergement. Je vais juste me permettre, si j'ai le temps de revenir sur les problématiques techniques et peut-être le début de débat que vous essayez de lancer, donc je vais le lancer, open source édition. Je pense que
pourquoi dans le mode SaaS, alors évidemment la DSI elle est toujours intégrée, mais on ne parle plus tellement d'informatique, on va plutôt parler de paramétrage, on peut plutôt parler d'ouverture de ports, de gestion du proxy, etc. Mais pas de développement. Pourquoi? Parce que les solutions en mode SaaS, le propre c'est d'avoir un noyau qui est toujours le même chez tous les clients. Et au-delà du noyau, c'est-à-dire zéro personnalisation, on ne fait pas de développement spécifique. Donc on a développé des solutions qui sont assez puissantes pour que, en cochant des cases, on active, on désactive des fonctionnalités. Évidemment, il y a toujours des points où, si on va dans le point, ça ne fera pas le truc qui fait papa-maman exactement comme on l'avait envisagé, peut-être dans son cahier des charges. Mais en fait, est-ce que ça permet d'atteindre l'objectif final du projet? En général, c'est jamais contradictoire, on arrive toujours à atteindre l'objectif final du client. Mais ce type de stratégie, ça permet de gommer complètement les aspects techniques, puisqu'on est toujours sur le même noyau, donc on n'est pas en train de vérifier si la solution informatique elle va fonctionner dans le cadre du client. Elle fonctionne pour l'ensemble des clients. Donc aujourd'hui, sur notre solution, on avoisine les 4 millions d'utilisateurs. C'est 4 millions d'utilisateurs qui ont le même applicatif. Quand on parle, par exemple, de Moodle, 60 millions d'utilisateurs, en réalité, c'est combien d'utilisateurs qui ont le même applicatif? Et là, on est sur des chiffres qui sont minuscules, parce que c'est quasiment chaque client qui va avoir un applicatif qui a été customisé. Donc il y a toujours une partie noyau, mais c'est en général pas là-dessus qu'il y a les problèmes. Les problèmes viennent sur les parties custom, sur tout ce qu'on a mis, et c'est là qu'il faut débugger, c'est là que la technique rentre en jeu, et c'est là que ça se complexifie souvent. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Si effectivement, quand on parle de 60 millions d'utilisateurs, le chiffre, ça y est, m'est revenu, je crois que c'est aux environs de 200 000 plateformes installées, et je suis convaincu que c'est 200 000 plateformes différentes. Voilà. Et c'est notamment dès qu'on est sur les applications open source, alors c'est valable pour les CMS également, hein, on a effectivement, alors soit on prend le noyau de base et on n'y touche pas, et ce que personne ne fait, et c'est à la limite, pourquoi partir sur un outil open source si c'est effectivement pour prendre simplement la version de base et ne rien ajouter autour. La plupart des utilisateurs vont effectivement ajouter une brique, un plugin, un add-on, et c'est là où ça change tout, c'est que ceux qui ont fait un petit peu, qui ont mis le doigt là-dedans, on sait que le jour où justement le noyau il change de version, l'add-in, le plugin, on n'est pas complètement sûr qu'il va être compatible avec, et c'est bien pour ça qu'on a une dimension technique, comme je le disais tout à l'heure, qui reprend malgré tout de l'importance, dans le sens où il faut être sûr d'avoir au moins en amont quelqu'un capable d'analyser les possibilités d'évolution, alors qu'effectivement, si je prends une solution en mode SaaS, le jour où l'éditeur, et d'ailleurs je ne sais même pas s'il a besoin de dire qu'il passe une nouvelle version, si la version corrige un bug, il n'y a même pas besoin de prévenir le client sera tout content de savoir qu'il n'y a pas de bug. Quand c'est du correctif, il n'est pas et l'avantage, c'est que ça peut être quelqu'un aux US qui a ce bug-là, et que ce bug-là, il est corrigé pour tout le monde dans le monde entier. Donc c'est assez efficace à ce niveau-là. Ok, donc je crois qu'effectivement on a bien compris. Alors vous avez parlé du mode SaaS et de l'interne. Bon, au début, les gens hébergeaient leur LMS, il y a fort longtemps. Aujourd'hui, on voit que le mode SaaS se développe. Vous avez une idée de la proportion aujourd'hui chez vos clients, par exemple, de ceux qui installent, alors peut-être votre offre n'est qu'en SaaS, mais par rapport au marché, on va dire, quelle est la proportion de gens qui hébergent encore eux-mêmes par rapport à ceux qui utilisent le mode SaaS? Et est-ce que vous avez des catégories de clients qui sont plus en interne, plus en externe? Quentin, peut-être? Alors, nous, on a la spécificité, on fait du SaaS et on fait également de l'internalisé. C'est-à-dire qu'on a cette politique de développement de logiciels avec une équipe de R&D qui va permettre de faire monter les versions pour les clients. On a des plateformes SaaS, une plateforme SaaS, et puis après des plateformes spécifiques à des clients, qui pourtant restent quand même très centrées sur le même noyau dur. Sur la proportion, en 2007-2008, on était sur une proportion, j'ai envie de dire, de 55% déjà en location. On n'avait pas ça le SaaS à l'époque, c'était de l'ASP, mais en fait c'est plus de la notion d'externalisation de l'hébergement. Et donc 45% d'acquisition de licence et donc internalisation de l'hébergement. Ce que l'on retrouve aujourd'hui, on est plus sur du 65-70% en mode SaaS ou location. On est sur les deux parties. Mais ce qui a changé surtout, c'est que la volonté d'externalisation est beaucoup plus forte. C'est-à-dire qu'il y en a qui achètent et qui nous délèguent quand même
l'hébergement. C'est-à-dire que c'est des choix d'investissement. Est-ce que c'est de l'exploitation, est-ce que c'est de l'investissement? C'est des choix politiques internes aux entreprises. Et donc sur les types de structures, c'est assez flou. On a des projets qui sont complètement incohérents. Par moment, on a beau le dire aux clients, attendez, pourquoi est-ce que vous partez sur ce modèle-là par rapport à votre projet? Par moment, ça peut être une très très grande structure qui a 150 000 personnes qui... je ne dis pas que c'est incohérent l'exemple que je donne. Je précise juste parce que j'ai parlé d'incohérence avant, mais 150 000 personnes et qui a une politique de sécurité ultra forte par rapport à certains domaines d'activité. Et donc ces gens-là, la DSI en tout cas est toujours dans l'optique, on internalise. C'est du choix politique en interne. Parce qu'en termes de sécurisation, le mode SaaS apporte tout aussi sa sécurisation. Et puis, on va avoir des centres de formation, des PME, ou même des très grandes structures, plus de 100 000 personnes qui font le choix de déléguer. C'est-à-dire que c'est très dur de classifier aujourd'hui qui fait appel, c'est plutôt une question de personne en interne. Comme souvent, le notion d'open source ou des plateformes éditeurs est aussi une question de volonté politique en interne. Il y aurait presque de croyance. Presque de croyance des fois. Alors la croyance, il y a au niveau des DSI, mais ce qu'on constate, c'est au niveau des opérationnels, donc les responsables de formation, tous ceux qui ont vécu de l'internalisation, ils ne veulent plus d'internalisation, parce qu'ils savent que la DSI, elle ne pourra pas aller patcher quand il faut, elle ne pourra pas faire les montées de version, elle n'aura pas la réactivité qu'a l'éditeur. Donc l'opérationnel, aujourd'hui, je pense quasiment 100% des opérationnels poussent pour l'externalisation. Donc effectivement, après, il y a des politiques de DSI qui peuvent varier, mais nous, on a l'année dernière implanté le LMS Worldwide d'Areva, donc il y a un peu de données sensibles, et le choix a été fait de l'implanter en SaaS. Donc, par contre, là on parlait de technique, il y a audit sur audit sur audit pour valider que la solution, elle a un niveau de sécurité extrêmement élevé. Donc aujourd'hui, une solution comme la nôtre, c'est un niveau de sécurité d'un applicatif bancaire, c'est-à-dire 8 sur 10 dans les niveaux de certification de sécurité. Donc c'est possible de le faire n'importe où. Il n'y a pas, je rejoins Quentin, il n'y a pas de structure type. Il y a peut-être une notion de maturité aussi des clients par rapport au fait que souvent le mode SaaS intervient finalement dans les grandes structures dans le cadre d'une deuxième, voire d'une troisième installation de LMS. Et que finalement ils ont appris aussi ce que c'était avant de commencer à l'externaliser vis-à-vis des problèmes de sécurité. C'est vrai que c'est toujours un petit peu angoissant d'externaliser un produit qu'on ne maîtrise pas du tout, même en interne, qu'on n'a jamais approché concrètement. C'est quelque chose qui est partagé également du côté expertise. Oui, je pense qu'effectivement, Jérôme l'a bien résumé. Je pense que les gens qui ont vécu le SaaS veulent du SaaS parce que c'est effectivement excessivement souple. Ils bénéficient d'un service. Je pense que la vraie distinction, on parle de licence, on parle de location. Et quand on parle de ça, on doit parler de service. Et c'est un abonnement, c'est plus un produit. Et quand le produit est rendu, je crois que c'est le cas effectivement globalement, ça plaît énormément. Voilà. Alors la tendance, elle est là. Si tu parlais de proportion, effectivement, on a vécu l'internalisation. Je pense que maintenant les gens sont capables d'externaliser leur paye, sont capables d'externaliser leur fichier client, les SRL. Je pense que le e-learning suit tout à fait naturellement. Et je crois pour compléter également qu'il y a une... je ne vais pas aller dans le sens forcément de ce qui a été dit, mais pourquoi est-ce qu'on veut aussi externaliser, c'est qu'il y a des problématiques en interne sur des grands groupes de refacturation interne absolument abusive. Et que du coup, c'est vraiment beaucoup moins cher de faire appel à un éditeur extérieur, enfin, à un prestataire extérieur qui va vous mettre à disposition un service. C'est-à-dire que le service hébergement plus licence, souvent c'est juste moins cher qu'un demi-mois de location d'un serveur en interne. Dans les grands groupes, c'est assez aberrant. Donc c'est aussi ce qui joue, je pense, sur la crainte de l'opérationnel, déjà d'être dépendant de la DSI. Ils ont envie d'être autonomes, d'être indépendants, et également parce qu'on va gréver le budget pour quelque chose qui n'est pas lié au projet qui vient de former les gens. D'accord, donc coût et qualité de service. Ok. Alors on a fait quelques on a brossé un petit peu le panorama des offres. Avant, on a déjà abordé quelques éléments d'usage finalement, parce que le mode SaaS c'est un peu aussi une pratique d'usage. Peut-être avant qu'on revienne sur ces usages, y a-t-il des questions dans la salle? Avez-vous des questions ou des remarques à poser à nos intervenants? Est-ce que tout était clair? Pas de questions? Non, allez-y, n'hésitez pas. Pas de questions? Bon, alors, on va attaquer les usages, ça va sûrement faire plus réagir. C'était peut-être un peu technique. Alors, les usages, on a parlé de plateformes, d'outils, d'installation, etc. Donc, l'usage des plateformes, c'est de diffuser de l'information, de l'administrer.
Donc, bon, dans mon introduction, hein, j'ai brossé les usages un peu standards. Moi, ce qui m'intéresserait qu'on traite maintenant, c'est plus les évolutions des usages, en fait. Hein. C'est à quoi, finalement, aujourd'hui, les gens qui utilisent vos solutions ou qui utilisent les solutions open source utilisent, en fait, ces plateformes. Et est-ce que vous avez senti, ces dernières années, des évolutions hein, dans les fonctions qui sont utilisées? Qu'est-ce que recherchent, en fait, hein, les utilisateurs aujourd'hui? Souvent, au départ, ils ont voulu diffuser et traquer les données. Est-ce qu'aujourd'hui, on voit des choses différentes? Est-ce qu'il y a des nouvelles attentes? Qui veut se lancer là-dessus? Jean-Luc? Oui, je peux peut-être juste dire quelques mots effectivement sur les plateformes. Par exemple, ça rejoint la toute première question que tu posais, Sylvain, sur les types de plateformes. Dans les 9 plateformes qu'on a auditées, en fait, on dégage deux familles. Deux plateformes qu'on appelait plutôt plateformes parcours, où en fait on a une logique, on va dire, d'arborescence, et où on avance, on va dire justement, on parcourt les ressources qui ont été mises en œuvre. Donc là on a quelque chose qui s'adapte très bien par rapport à une formation courte et quelque chose qu'on prend du début et qu'on termine à la fin. L'autre catégorie, ce sont les plateformes qu'on appelle cours, et en tant qu'apprenant, on est plutôt dans une logique de rentrer dans un cours, et dans ce cours, on va y trouver un ensemble, effectivement, de ressources, que ce soit des ressources numériques, que ce soit des activités, que ce soit participer à des classes virtuelles ou à des choses comme ça. Et pour bien comprendre ça, il faut quand même ne pas oublier que, et c'est surtout, essentiellement même ces plateformes cours, quelle est leur origine? L'origine de ces plateformes cours, elle est universitaire. Et la logique du cours universitaire, même si ces plateformes sont en train d'évoluer pour la plupart, la logique du cours universitaire, c'est quelque chose qui est très cloisonné, quasi hermétique, où, en tant qu'enseignant, je ne vois pas ce qui se passe dans le cours d'à côté, et bien évidemment, les autres enseignants ne voient pas ce que je fais dans mon cours. Donc c'est valable quand on ferme les portes dans une salle, c'est valable quand on est dans un cours, dans une plateforme orientée cours. Alors quand je disais qu'elles sont en train d'évoluer, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des plateformes orientées cours qui permettent de faire des parcours, voire même des parcours conditionnés, hein, où on retrouve la logique que je ne peux accéder à la ressource numéro 3 que si j'ai validé la ressource numéro 2. Et ça, c'est assez nouveau, et ça permet de répondre justement à des attentes sur ces parcours conditionnés. C'est des choses qui doivent être très organisées, et dans lesquelles, en fait, l'apprenant n'a que peu d'autonomie. Donc, on répond à une demande qui est en train de changer, mais tout en restant au départ sur une logique d'un formateur, donc avoir une approche formateur qui met à disposition des ressources. Donc voilà un petit peu ces deux tendances-là. L'évolution que l'on voit apparaître, elle commence simplement d'être sur l'intégration des outils du Web 2, qui se fait sous forme de connexion essentiellement avec des outils existants. Et je pense que c'est, de mon point de vue, le plus intéressant, c'est effectivement d'aller chercher les outils les plus performants à l'instant T et de pouvoir les connecter avec la plateforme. C'est ce que permettent aujourd'hui assez facilement les plateformes open source, c'est-à-dire qu'on peut, à l'envie, décider de développer un connecteur. Mais je dis bien décider de développer un connecteur. Et on revient sur ce que disait Jérôme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là où je décide de faire un connecteur qui n'existait pas, ben, je fais un petit bout de plateforme qui est différente de la plateforme de départ. Donc on est bien évidemment beaucoup plus dans l'adaptabilité, aller chercher les deux petits pourcentages du cahier des charges qu'on n'arrive pas à résoudre sur la plateforme éditeur. Soit on dit ces 2% que je les veux absolument, soit effectivement on fait abstraction de ces 2%-là. Mais donc on va dans ce sens-là vers la possibilité de s'ouvrir beaucoup plus vers des outils externes. C'est la logique par exemple de la plateforme annoncée qui sera la fusion, mais le terme n'est pas très approprié, de Claroline et de Spiral Connect, hein, la plateforme de Louvain et celle de l'Université Lyon 1. Donc c'est l'annonce qui a été faite donc, de Claroline Connect, qui est d'avoir un noyau, et de ce noyau, on pourra effectivement agréger des choses dans une logique technologique, cette fois, qui sera beaucoup plus pertinente. D'accord. Et est-ce que donc, chez vos clients,
pour les plateformes éditeurs. On a noté des évolutions sensibles en termes de fonctionnalités, enfin d'usage des fonctionnalités. Je voulais effectivement observer une petite évolution. Je pense qu'effectivement on avait jusqu'à présent une démarche assez descendante, donc d'un service formation qui effectivement souhaitait diffuser des modules de formation autour de la déontologie, autour des formations commerciales, un certain nombre de sujets. Ce qu'on voit maintenant, c'est aussi une démarche un peu plus remontante, c'est-à-dire effectivement une possibilité pour les apprenants d'apprendre entre eux, parfois avec les supervisions du formateur. C'est notamment tout ce qui est démarche communauté d'apprentissage. Donc là, on sent bien que cette nouvelle possibilité, donc effectivement, on peut parler de pédagogie 2.0, et je pense que l'association finalement d'une démarche descendante et remontante donne une très bonne association. Ça vient des usages, ça remonte en fait des usagers. C'est pas quelque chose qui, enfin, c'est pas l'offre qui crée ces fonctions. C'est vraiment, ça correspond vraiment à une demande. Bien sûr que l'offre est là. En revanche, il faut reconnaître que par exemple, lorsqu'on fait un parcours de formation sur les techniques de vente, une fois les enseignements diffusés, ensuite les commerciaux sont sur le terrain et ils partagent des expériences. Et là, je pense qu'on a une vraie complémentarité. D'accord. Je partage, mais presque. Je pense que les éditeurs ont développé des fonctionnalités qui permettent de. Donc on les a. On aime bien les mettre en avant. Les utilisateurs ou les responsables de formation se disent ah, ça a l'air sympa, ce serait bien, faudrait qu'on y aille. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? Moi, je ne connais pas d'expérience super réussie qui peuvent être des success stories qui vont se dupliquer, etc. Aujourd'hui, alors ça ne veut pas dire que je ne crois pas à ça, mais pour moi, c'est un next step. Et qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe réellement, si on enlève ce côté un peu innovation ou marketing des éditeurs, et je me mets dans le sac, la réalité, c'est un développement de la diffusion très classique. C'est-à-dire, là où ça prend, c'est des gens qui vont créer des petits modules avec plutôt une réduction des temps des modules lors de 10, 15, 20 minutes. Et avant, ils en faisaient 2 dans l'année, aujourd'hui, ils en font 1 par mois. Donc on voit que là, l'usage, il prend des tours, et que la place du learning est de plus en plus grande, mais elle est hyper grande sur un truc très standard, ou très descendant. Maintenant, la volonté, et là je rejoins complètement la volonté, elle est d'évoluer vers, ok, on fait du push, mais à côté de ça, dans le même espace, on a la possibilité de retrouver tout ce qu'on a poussé, on peut y aller en self-service, etc. Donc les choses se mixent, elles sont pas, c'est pas binaire. D'ailleurs, les choix de plateforme entre eux, est-ce qu'on a une plateforme plutôt communautaire? Je crois qu'aujourd'hui, les principaux éditeurs, ils savent faire tout, quoi. Donc après, c'est qu'est-ce qu'on va activer dans le contexte de l'entreprise ou de la structure. J'enlève le côté universitaire que je ne maîtrise pas du tout, donc faut enlever cette partie-là, je la connais pas. Mais sur les organismes de formation ou le monde corporate, voilà ce que je constate. Je ne sais pas que c'est la vérité, mais en tout cas, c'est ce qu'on constate. D'accord. C'est un avis partagé, Quentin? Alors, c'est partagé, et moi j'ai quand même un gros doute. Je suis désolé aussi, peut-être plus par différence de génération. En fait, on a beaucoup entendu depuis 18 mois cette fameuse génération Y qui arrive, qui va révolutionner le marché du travail, et donc le monde de la formation va devoir suivre. Moi déjà, je trouve que la génération Y, c'est plein de choses. Il y a 3 générations dedans. Ça commence à ceux qui sont nés avec l'ordinateur. Super, qui ont été élevés à partir de 8-9 ans avec la disquette souple. Ouais. Après, il y a la génération MSN. Ceux qui chattaient tout le temps, mais qui faisaient encore en sorte de faire attention, pas trop de fautes d'orthographe, on sait jamais, tout ça. Et puis, il y a la génération réseau social. Et là, on est toujours dans cette génération Y qui a 20 ans. Et on dit génération Y a 20 ans. Ça faudrait que ça évolue aussi. Et de par cette génération, moi j'ai vraiment du mal à croire que d'un seul coup, demain, on va tous aller dans l'entreprise, on va tous être super contents d'aller dans l'entreprise et de donner les informations sous mon nom propre, de donner mon avis sur tout, et ainsi de suite. Enfin, moi j'ai 7-8 adresses email différentes, et j'ai une adresse email qui me sert pour chaque sujet. C'est-à-dire qu'il est hors de question de enfin, je suis sur Facebook, vous ne me retrouverez jamais sur Facebook. Je ne veux pas lier ce monde-là. Non, justement, même pas, je peux pas me retrouver sur Facebook.
c'est pas pensable. J'ai des adresses mail liées à ça et des adresses mail liées au monde professionnel. Et pour moi, je pense qu'il y a un décalage par rapport à l'usage futur. Je vous dis ça, mon patron n'est pas d'accord avec moi. Mais voilà, mais c'est filmé. C'est tant pis, mais moi, c'est plus mon avis personnel. Je pense qu'il y a un décalage entre le fantasme de cette génération et la réalité de cette génération. Surtout sur le monde de la formation. Il ne faut pas croire que demain, moi je pense qu'il y a plutôt un gros décalage sur je vis pour travailler et je travaille pour vivre. C'est un gros changement, je pense que le changement est plus là que sur autre chose. Pour revenir aux usages, aujourd'hui le monde du learning, on est très dans l'usage toujours. Les formations réglementaires, c'est quand même bien de pouvoir dire une banque, j'ai besoin de former 60 000 personnes dans l'année à la lutte anti-blanchiment. Je vais peut-être pas tous les faire monter à Paris pour faire de la formation, le e-learning, ça s'y prête quand même plutôt pas mal. Dans les nouveaux processus, les développements de nouveaux logiciels, on travaille avec Accor Hotel, ils ont mis en place un nouvel ERP, ils ont formé 2000 comptables dans le monde en 6 mois. Oui, Accor a 2000 comptables. Rien que ça me fait bizarre déjà. C'est des formations, surtout l'évolution, pour moi depuis 2 ans, c'est la mise à disposition de formations juste à temps. On est dans cette génération où quand on a besoin d'information, je veux la trouver tout de suite. Donc on a ça dans le monde du web, maintenant on a aussi ça de plus en plus dans le monde de la formation et c'est pour ça qu'on arrive vers du micro-learning. C'est-à-dire qu'on découpe par exemple la prise en main d'un logiciel, je veux savoir comment faire pour cette fonctionnalité-là, je vais retrouver dans mon catalogue de formation. Et c'est plus ça pour moi l'évolution. Et pour synthétiser, qu'est-ce que ce sera demain? Je veux dire, à mon sens, ça sera la réalité, on verra en 2013-2014, je pense plus 2015-2016 que ce sera, mais si on veut retenir en 3 mots et synthétiser, la formation de demain, elle sera mobile, elle sera sociale et elle sera agile. Donc mobile parce qu'on a besoin de bouger, et pour autant, j'ai envie de rajouter à ça, la formation e-learning de demain, elle sera surtout non connectée. Enfin, on est de plus en plus dans un monde où on se pose quand même des questions sur qu'est-ce qui se passe, on s'écoule, la 4G elle arrive, on va pouvoir être connecté rapidement partout, on va avoir des modules de formation. Moi déjà je vous annonce tout de suite qu'il y aura des questions, j'ai une formation sur mon smartphone. J'ai pas l'envie de suivre une formation sur mon smartphone, ça me sert pas à ça. Cette fameuse génération Y, elle ne sert pas à ça son smartphone. Derrière, le nomadisme va être très important parce que justement, on a besoin de travailler dans le train. Quand celui-ci en plus il y a un empêchement et que tu mets 5 heures pour faire Paris-Nantes, c'est important de pouvoir bosser dans le train, pourquoi pas se former. Il y a la zone sociale parce que c'est là où je pense que le lien open source et éditeur est réel. Je pense qu'il y a même des choses qui pourraient se mettre en place en termes de partenariat parce que les universités sont beaucoup plus avancées sur qu'est-ce qui se passe dans l'échange d'informations. En tout cas, c'est en train d'avancer dans ce sens-là. Et la notion d'agilité, c'est ce fameux micro-learning. C'est des modules 10-15 minutes, mais même de plus en plus de modules de 2 à 3 minutes. Voilà pour mon avis, c'est ce que sera demain. Oui, je voudrais rebondir sur cette notion, non pas qu'il nous ait traité de dinosaures, mais presque. Mais non. J'ai déjà très expérimenté, c'est vrai que je vais juger. Pardon. Non, parce que effectivement, génération Y, génération connectée, on parle aujourd'hui génération Z ou génération C connectée, pour justement faire la différence dans la génération Y entre ceux qui ont connu le micro-ordinateur et ceux qui aujourd'hui sont connectés en permanence. Je rejoins, il y a des termes, ce que vous disiez sur les 3 dernières choses, il y a des termes où on va même plus poser la question très rapidement. Effectivement, du e-learning mobile, on va même plus avoir besoin de le dire, tout comme aujourd'hui quand on parle d'Internet, qui parle d'Internet mobile? L'Internet, il est mobile. Voilà, on ne se pose plus la question, alors qu'effectivement, je dis ça parce que j'ai retrouvé un vieux PowerPoint il y a quelques années, enfin quand je dis un vieux, 3-4 ans, où on parlait de l'Internet mobile. C'était quelque chose de nouveau qui avait révolutionné, c'était là, juste avant l'arrivée de la 3G. Aujourd'hui, on ne se pose plus la question. Non, je reviens sur effectivement les usages et de cette génération. Alors, moi, je peux en parler de l'usage qu'on peut en faire quand on est, je vais prendre un exemple, notamment quand on est un apprenant en formation initiale. Je ne parle pas d'un salarié qui est en formation continue. On est quand même dans 2 positions, 2 situations complètement différentes. Je vais vous donner un exemple. J'accompagne depuis 5 ans maintenant un même groupe de 3 CFA, centres de formation d'apprentis, chez qui on essaie de mettre en place des choses, des programmes, etc. Et il y a quelque chose qu'on n'était jamais arrivé à faire, c'est développer des interactions en dehors des temps où ils sont en présence, faire qu'il y ait des échanges dans des forums,
qu'ils envoient un mail au formateur. Je ne parle même pas du fameux tutorat entre pairs qu'on vante, qu'on essaye de développer, de faire qu'on s'entraide les uns avec les autres dans un même groupe. Parce que l'outil, alors je ne sais pas si l'outil s'y prêtait ou s'y prêtait pas, on a essayé des outils internes, externes, mais quand on leur disait on va organiser un chat, ben oui, s'il était programmé et qu'il y avait présence obligatoire, il y avait du monde, comme quand Sylvain convoque les gens de classe virtuelle dans le master. Il faut bien y aller. Et puis, j'ai proposé à 2 formateurs de dire mais pourquoi vous n'essayeriez pas d'introduire Facebook dans vos échanges? Je dis bon, même réaction que celle que Quentin vient de faire, non, c'est des choses différentes. Donc, on a convaincu 2 d'essayer de le faire. La première réaction, je suis d'accord avec vous, des apprenants, donc des jeunes de 19-20 ans, il y a hors de question que j'utilise Facebook en formation. Vous vous rendez pas compte? Mon formateur va voir qu'est-ce que je fais en dehors, des choses avouables ou non avouables, mais peu importe. Et moi, je vais voir ce que va faire le formateur, ça ne m'intéresse pas. Donc, en utilisant, et Dieu sait qu'on pourrait en parler derrière, des fonctionnalités qui permettent de séparer les 2 univers, voire pourquoi pas de créer un 2e compte qui ne servirait qu'à la formation. C'est ce qu'on a fait en général pour les formateurs eux-mêmes, c'était plus simple à gérer. On a lancé ça, de dire, ben voilà, les interactions, et notamment les activités de tutorat, vont être faites sur Facebook. Et alors là, on a compris ce que certains expriment en disant la continuité technologique. Parce que le fait, je pense qu'un des éléments qui bloquait dans le fait d'aller sur un forum pour poser une question, de répondre à la question du copain, c'était le fait d'être obligé de me rendre sur le forum. C'était pas naturel. Alors qu'aujourd'hui, mon formateur me pose une question et je reçois ça sur mon smartphone grâce à mon compte Facebook, je lis immédiatement. Et je peux vous dire que le formateur, les premières fois, quand il a posé une question et que dans les 20 secondes suivantes, il avait déjà 5 réponses, ça lui a fait drôle. Il n'était pas habitué quand même. Et les questions, elles arrivent le jour, la nuit, le week-end, et les interactions, le tutorat entre pairs, donc juste qu'on essaye de mettre en œuvre, eh bien, il se fait, il se réalise. Parce que, un des éléments, hein, il y a certainement beaucoup d'éléments, je pense qu'il y a sûrement toute une étude sociologique à faire là autour, mais l'un des éléments, c'est naturel de recevoir et de communiquer avec l'outil que l'on a dans la main. Il y a cette continuité technologique, tout en gardant à l'esprit la séparation des mondes entre l'univers personnel et l'univers professionnel ou l'univers de l'apprentissage si on est en formation. D'accord. Donc si finalement je synthétise un peu ce que vous m'avez dit, donc ce que l'on note en termes d'évolution, c'est une massification quand même, une intensification de l'usage du e-learning. Bon, ça on le voit bien, on le note bien par ailleurs. Effectivement une avancée vers la mobilité, mais qui est vraiment débutante pour le moment. Oui. Et puis finalement des usages aussi, et la communication, on va dire en fait, hein, la notion de communauté, des choses comme ça, mais là aussi qui reste quand même assez, qui n'a pas encore trouvé sa maturité. Alors je reviendrai bien un tout petit peu sur la mobilité pour le cas des entreprises, parce que qu'est-ce que ça implique pour un LMS, par exemple, le fait de gérer la mobilité en termes de fonctionnalité? Alors il y a deux aspects. Alors autant sur le social learning, les expériences sont limitées, autant sur des déploiements mobiles, là on est vraiment sur le courant. En gros, c'est un projet sur 10 globalement chez nous qui est déployé sur tablette. Avant de répondre directement à la question, les populations visées sont évidemment les populations nomades, donc dans les laboratoires pharmaceutiques, les visiteurs médicaux, les commerciaux, dans d'autres mondes, etc. Qu'est-ce que ça implique ou comment ça se fait? Il y a 2 grandes parties. Hein. Première partie qui est plus liée à l'IHM, donc l'interface finalement. On n'utilise pas les mêmes. On a des interfaces qui sont souvent plus épurées, centrées plus sur des moteurs de recherche, un peu la Google, etc. Donc il y a quelques aspects fonctionnels et ergonomiques. Hein. Donc ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, c'est la déconnexion. Donc c'est le fait, et là-dessus je rejoins complètement Quentin, c'est demain, la consommation de contenu, elle sera offline.
C'est une espèce de retour en arrière. Donc c'est le fait de développer des applications qui vont permettre de se connecter sur la plateforme qui est online, d'identifier les cours, soit parce que j'ai envie d'y aller en self-service, soit parce qu'on les a poussés, de les downloader, donc là il y a une phase on les met sur l'iPad ou sur le smartphone, de les exécuter, et là j'ai plus besoin de connexion internet, et pour finir le chemin, dès que je vais récupérer la connexion internet, le tracking, puisque c'est un point clé dans le e-learning, le tracking va remonter sur la plateforme. Donc ça, ce chemin-là, c'est le chemin qui est en train, on va dire qu'on est tous là-dessus, plus ou moins avancé. Il y en a qui n'ont pas encore sorti ce type d'appli sur les gros players, mais voilà, dans l'année, je pense que tout le monde aura sorti ce type d'appli. Alors ça m'interpelle, parce que moi qui suis une vieille génération, moi j'ai connu ça en 99, en 2000, sur les LMS et pour les populations de visiteurs médicaux, sur les PC portables. Et ça a complètement disparu. Parce que ça ne correspondait à aucun besoin en fait. Donc c'était juste, et à l'époque on n'avait pas la bande passante, c'était un problème lié à la bande passante et à la connexion mobile en fait, qui était très faible, enfin qui était quasiment impossible. Donc dès qu'ils ont pu être connectés, en fait, ça a complètement disparu. Et si on se promène un petit peu dans le monde, on se rend compte que la seule connexion Internet qui marchera en dehors des pays développés, c'est la connexion mobile, et que donc le fait d'être connecté en mobilité, ce ne sera pas quelque chose qu'on comparera à un autre mode de connexion, c'est quelque chose qui sera le seul mode de connexion. Donc ça m'interpelle un petit peu, je suis un peu surpris en fait, de cette vision-là. Comme vous avez l'air de la partager, je veux bien que vous développiez un peu, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ce qui fait dire ça, c'est le... J'ai commencé à dire tout à l'heure, puis j'ai divagué sur autre chose, mais c'est plus dans l'esprit où je pense qu'on est en train de se rendre compte que, mine de rien, on nage dans des ondes, dans des réseaux, tout le temps, et on ne sait pas ce que ça fait, mine de rien, sur la nature humaine. Et je pense que, tout mon introduction sur la 4G tout à l'heure, c'est cool, ça va super vite, mais qu'est-ce que ça fait? J'ai un téléphone dans une poche près du cœur, tout le temps. En tout cas, moi, je me pose ces questions-là. Et il y a le côté où, à un moment, il y a aussi, on est dans une situation, au niveau des entreprises, où la donnée financière est importante. C'est-à-dire que la représentativité, si on prend les visiteurs médicaux dans les laboratoires, la représentativité, c'est il faut que mes VM, ils aient un iPad. C'est pas un Android, Samsung est en train de bien se positionner sur certains labos, mais majoritairement c'est de l'iPad. Pour autant, est-ce que je vais prendre un iPad avec à chacun une connexion 3G qui va me coûter aussi plus d'argent? On est quand même dans des politiques de restriction budgétaire, même dans les labos pharmaceutiques, parce qu'il faut vraiment mettre de l'argent ailleurs. Donc, c'est comment faire, justement, via ce module déconnecté, c'est les gens, ils sont au boulot, ils récupèrent leurs informations, ils sont chez eux, ils récupèrent leurs infos, puis après ils peuvent suivre ça partout. Parce que cette problématique 4G, quand on est à Rennes, quand on est à Paris, ou même 3G, on ne se la pose pas, on capte, ça va bien. Mais le réseau, il est pas, pour suivre la formation, le réseau, il n'est pas forcément adapté partout. Dans le train entre Rennes et Paris, c'est un sacerdoce par zone, pour réussir à suivre quelque chose quand on... J'aime bien regarder la télé sur l'iPad, je ne peux pas la suivre dans le train. Ah non, ça, temps perso, temps pro. C'est 1 heure perso, 1 heure pro. C'est ça la réglementation du travail, sur le temps de trajet. Donc voilà, un petit peu, c'est cette notion-là. Il y a une problématique technique, on revient à la question du début, où là elle se pose réellement, problématique de l'application sur les tablettes, qu'on soit sur tablette iOS, tablette Android, tablette Google. Et puis il y a la problématique pour moi aussi du coût qui est non négligeable actuellement. Ça va changer, ça va revenir vers autre chose. Juste parce que dire que je partageais un peu la surprise de Sylvain. Bon, j'ai eu la chance d'intervenir dans des pays africains où à la fois on se dit que les solutions que vous développez répondent effectivement. Moi j'ai été confronté à ces problèmes-là, des gens qui n'ont pas l'accès à Internet, il faut leur proposer une autre solution. Mais d'un autre côté, on sait qu'actuellement, le développement d'Internet dans les pays en voie de développement, pas uniquement dans les pays en voie de développement d'ailleurs, il se fait sur l'Internet mobile. En Afrique, 3/4 aujourd'hui des connexions Internet se font par l'Internet mobile. Dans le monde, pour une connexion fixe, 2 connexions se font en Internet mobile. Donc, oui, c'est juste pour dire que je partageais la surprise. Je me dis, est-ce que ça va vers une demande ou est-ce que c'est juste pour répondre à un besoin ponctuel d'une entreprise? Alors, non, c'est une vraie tendance forte, mais
enfin, je pense que la vie est un éternel recommencement, le business et les logiciels aussi. Je suis assez convaincu que dans quelques années, ce sera has-been d'avoir des choses downloadées sur son iPad. Mais aujourd'hui, les succès, on sort du e-learning, les succès du marché, ce sont toutes des applications que vous downloadez. Donc c'est complètement l'air du temps. C'est assez logique que l'e-learning soit à 100% dans l'air du temps. Est-ce que ce temps est pérenne? Je ne suis pas sûr. Oui, tout à fait, j'entends bien. Alors, peut-être y a-t-il des réactions maintenant dans la salle? Ah, est-ce qu'on a un micro pour Pascal? Bonjour. Je voudrais revenir sur la question de l'optimisation des processus RH dont vous avez parlé là tantôt. Quelles sont les fonctionnalités qui sont spécifiques à ce champ-là et quelles sont les exigences par rapport au système d'information RH en particulier? Alors, dans ce champ-là, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver tout ce qui est gestion, par exemple, ce qu'on appelle la partie TMS. Quand vous organisez de la formation, vous savez que particulièrement en France, on a des institutions, des organismes collecteurs, etc. Il y a toute une partie administrative et financière qui est souvent gérée, encore aujourd'hui de manière très archaïque par les services formation. C'est extrêmement chronophage. Et là, ils ont la possibilité d'avoir des gains en informatisant ce type de solution. Bon, ça c'est un exemple. Après, si on monte un cran au-dessus, enfin là je suis en train de parler de choses qui ne sont pas chez moi, mais chez mon collègue. Si on monte un cran au-dessus, on a la gestion des talents, et là on va aussi informatiser des processus qui existent depuis longtemps dans les entreprises, l'entretien annuel, le suivi du collaborateur, etc. Donc on informatise pour gagner du temps, gagner de l'efficacité, mais en soi, toutes ces briques-là n'améliorent pas la formation et ne font pas forcément progresser l'individu. Donc c'est en ça qu'il y a peut-être une dichotomie, enfin une séparation, avec l'image, on va dire, dans le marché. Ça répondait à votre question? Sur la première partie. Sur la première partie. Alors, la deuxième partie, Quentin l'a bien compris. En fait, la problématique d'exigence, il n'y a pas de normes par rapport à qu'est-ce qu'il faut qu'il remonte, et ainsi de suite. C'est en fonction de ce que chaque entreprise possède. Il y en a qui vont avoir, on parlait des SAP tout à l'heure, des gros ERP avec des CRH complexes et complets, mais ils font appel à un pure player pour la partie plateforme de formation à distance. Et dans ces cas-là, l'objectif c'est qu'est-ce qu'il faut faire remonter? La formation elle est gérée dans SAP, on va créer les sessions, on va créer les inscriptions, on va créer les utilisateurs dans SAP, tout va revenir dans le LMS, et puis une fois que la personne elle a terminé sa formation, le LMS renvoie l'information vers SAP. Ça c'est du très courant et très commun. En temps réel ou en asynchrone, enfin journalier, hebdomadaire, ça c'est nos règles d'entreprise. Il n'y a pas d'exigence, en fait, il n'y a pas de... On sait prodiguer des bonnes pratiques en fonction des problématiques clients, pour autant il n'y a pas de règles particulières par rapport à ça. Ce qui est important pour les entreprises, c'est de récupérer les notions pour la 2483 en France. 2483 et bilan social, au-delà de 300 collaborateurs. Et du coup, le LMS doit avoir toutes les informations, et les renvoyer pour que ça puisse la construire. Parce que faire une 2483, éditer une 2483, c'est quelque chose. Voilà. Alors, juste un petit éclairage sur la vision open source par rapport à la question, et sur ce que vient de dire Quentin. C'est clair que si aujourd'hui vous êtes à la recherche d'une solution packagée que vous allez pouvoir installer sur vos propres serveurs, en l'occurrence sur un serveur hébergé, qui permettent de faire la gestion de l'information avec un LMS, l'édition de la 2483 et l'intégration, la remontée dans la gestion des plannings de SAP, partez pas forcément, enfin vous acharnez pas forcément sur l'open source, sauf si vous avez capacité à faire développer des connecteurs. Aujourd'hui, très clairement, parce que, et certainement pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, que les plateformes open source sont majoritairement, c'est pas qu'elles ne sont pas utilisées dans les entreprises, loin de là, elles sont majoritairement utilisées dans le secteur de l'enseignement, elles n'ont pas du tout développé ces aspects-là. Il y a déjà une plateforme internationale, la 2483, si vous demandez à un éditeur américain comment on édite la 2483, bon, je pense qu'aujourd'hui ils ont compris, mais il y a quelques années, ils faisaient des gros yeux comme ça, ils disaient mais de quoi vous nous parlez quoi? Ils ne comprenaient pas quel était le souci.
Ils ont toujours pas compris. Voilà, donc ceux qui ont trouvé des bons partenaires en France, ils ont la solution. Et c'est certainement là qu'effectivement les éditeurs français ont eu une longueur d'avance pendant de nombreuses années par rapport aux autres. Donc, c'est pour ces raisons-là, donc d'une part parce qu'on n'est pas concerné bien évidemment par ces aspects administratifs et tout ce qui relève de la gestion de la formation continue quand on fait de l'enseignement de la formation initiale. Et puis, on n'est pas non plus concerné par des aspects de gestion des compétences, de gestion de carrière, de gestion des emplois du temps, et donc d'interfacer effectivement les parcours de formation avec la gestion des plannings de l'individu lui-même. La seule chose que l'on va trouver, et encore, c'est pas toujours opérationnel, il y a souvent eu un gros travail fait par le service informatique ou par un prestataire là derrière, c'est la possibilité d'inscrire les personnes sur les LMS via des services d'annuaire, donc qui vont permettre, quand on inscrit la personne sur le réseau de l'entreprise, automatiquement ça crée son compte. C'est ce qu'on va trouver par exemple avec les espaces numériques des universités ou des établissements en général. On inscrit la personne sur l'espace numérique et elle est automatiquement inscrite dans la plateforme. Mais en dehors de ça, la remontée d'informations, de savoir que la personne a suivi tel module, tant de temps, etc., aujourd'hui, si vous ne le développez pas vous-même, vous ne le trouverez pas. Très bien, merci. Alors, justement, ça va nous faire une autre question. Oui, une autre question. J'ai revenu un peu sur le constat que vous avez fait de l'utilisation des LMS, je dirais leur fonctionnalité basique, donc en dehors de tout ce qui peut être Web 2.0, forum, chat, etc. Est-ce qu'il n'y a pas là un frein plus ou moins conscient des départements ou des services de formation dans l'utilisation de ces de ces techniques pédagogiques? Peur de perdre le... Il y a surtout un frein économique. Il y a plutôt une volonté et un vrai frein économique. C'est-à-dire que pour amorcer une communauté, pour créer ce type de dynamique, il faut quasiment quelqu'un à temps plein qui va être concentré là-dessus. Et finalement, c'est extrêmement coûteux. C'est relativement coûteux, mais il y en a qui essayent. Mais je pense que le premier point, il est là. Après, il peut y avoir quelques craintes, mais qui sont rapidement gommées, de se dire mais si on laisse trop la parole, qu'est-ce qui va se dire, comment on va gérer, est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas borderline qu'on a envie de gommer. Mais j'ai envie de dire qu'il y a une éducation déjà qui se fait par les intranets et les réseaux sociaux d'entreprise. Ça, on a tendance à moins le voir. Mais par contre, comment j'amorce, le propre d'une communauté, c'est l'amorçage. Comment j'amorce? Si je ne mets pas de moyens humains derrière, je n'amorcerai pas. Donc la problématique, elle est rapidement économique. Et c'est pas la même problématique avec les centres de formation. Je connais bien quelqu'un qui dirige un centre de formation sur Rennes et sa région, où ils forment 4000 personnes par an, formation continue et formation initiale. La problématique, elle est aussi côté, à ce niveau-là, pour poser cette question, sur la notion pour les formateurs. Quel est, les formateurs, la personne qui a fait le contenu, si je la mets sur une plateforme d'échange, et après on peut en discuter, quelle est ma place de formateur par rapport à ça? C'est qui est-ce qui est en face déjà pour juger? Et donc il y a surtout un grand questionnement, d'où l'accompagnement nécessaire justement des formateurs par rapport à ce changement qui se presse et qui se présente plutôt dans les centres, à mon sens en tout cas, dans les centres de formation que dans les entreprises privées où on est souvent plus cadré sur cette notion de droit à auteur, parce qu'on a souvent les sous contrats avec l'entreprise directement. Ok. Oui, Bonjour, donc moi je suis professeur dans une école d'ingénieurs. J'ai bien aimé ce que vous avez raconté sur l'expérience sur Facebook parce que je la vis tous les jours. Et après on peut se poser une question, c'est de se dire, c'est-à-dire qu'en fait moi j'ai un Facebook avec mes étudiants, on sépare la vie privée de la vie publique, vous inquiétez pas, enfin ils le font très bien eux aussi. La question c'est finalement, on voit que ce Facebook c'est important et vous avez bien expliqué, c'est une continuité. On n'a pas besoin d'aller sur un LMS ou quoi que ce soit pour se former finalement. Comment un LMS peut répondre à ça? Parce qu'on voit est-ce qu'il existe des choses sociales sur un LMS, mais qu'on utilise? Et finalement, est-ce que vous pouvez concurrencer Facebook? Et June, Facebook se met à faire du LMS, est-ce que vous avez une chance de pouvoir vous battre contre ça? Alors là, Facebook vient de se lancer dans le Facebook Fun, je crois. Enfin, je n'ai pas trop comment compris que mais c'est pas très clair ce qu'il y a derrière. Bon, si ce n'est, il y a une chose qu'on a bien compris, c'est qu'ils vont encore plus savoir de choses sur ce que vous faites. S'il y avait un doute là-dessus, ça va se confirmer.
Alors, par rapport à ça, on va dire c'est en fait la question de l'intégration dans les plateformes, alors je parlais des plateformes open source, c'est ce que je connais, des outils du web social. Alors, il y a un certain nombre de plateformes qui ont commencé de proposer, dans des fonctionnalités nouvelles et supplémentaires, des outils de web social, c'est-à-dire en gros leur propre réseau, leur propre réseau social, la possibilité d'avoir son propre cloud lié à la plateforme et d'y déposer donc des documents, de les partager avec d'autres, le cas échéant. Donc des fonctionnalités qu'on retrouve déjà dans les applications les plus courantes du web social. Moi je ferai le parallèle, et comme Sylvain, c'est de notre âge qui nous permet de voir comment ça se passait il y a quelques années, avec les applications, et notamment les applications de gestion d'entreprise. Moi, j'ai passé 10 ans en société de services informatiques où on mettait en place, avant même les premiers ERP. Et on avait effectivement une multiplication de logiciels qu'on essayait tant bien que mal de faire fonctionner ensemble. Et puis est arrivé l'avènement des ERP, des outils comme SAP ou Oracle ou d'autres, qui proposent à l'entreprise tous les services inclus. Et si, alors je ne sais pas, je n'ai pas fait un état des lieux aujourd'hui, je sais par exemple qu'Oracle ou SAP a son LMS, je pense que c'est toujours le cas. Je ne sais pas s'ils sont performants ou pas, je ne porterai pas de jugement là-dessus, mais leur métier de base, c'est quand même pas celui-là. Donc, à vouloir faire un outil qui fait tout, on arrive quelquefois à faire des outils, à avoir un outil qui fait pas trop mal certaines choses, bien d'autres. Et le risque avec des plateformes LMS qui voudraient systématiquement intégrer en interne des outils de diffusion de vidéos, de classes virtuelles synchrones, enfin vidéo synchrone, de chat et des réseaux sociaux, je ne suis pas sûr que chacun de ces éléments ait la performance de ce que l'on connaît, Facebook, YouTube, Twitter ou autre chose. Donc ce qu'on commence à voir à côté de ça, ce sont des connecteurs plutôt. Et je prendrai un exemple avec une plateforme qui n'est pas énormément diffusée en France, mais qui n'en est pas moins dénuée d'intérêt, qui est la plateforme Formagri, qui est essentiellement utilisée dans le réseau d'éducation agricole, réseau d'enseignement agricole. Ils viennent d'intégrer l'utilisation de Twitter comme une activité proposée directement dans le parcours. C'est-à-dire que le formateur, de la même façon qu'il dirait qu'il ajouterait un document à consulter, il va ajouter une activité qui est une activité Twitter qui crée automatiquement un fil de discussion. En tant que formateur, il peut voir à travers la plateforme tout ce qui se dit dans le fil de discussion Twitter. Par contre, l'apprenant, il n'a pas besoin de se rendre sur la plateforme s'il ne le souhaite pas. Il reçoit et il communique via un fil Twitter traditionnel. Et aujourd'hui, vous prenez par exemple, ce serait une aberration de vouloir charger des vidéos lourdes qui nécessitent en plus des technologies, si on veut faire de la vidéo en streaming, ça nécessite des technologies différentes. Vouloir faire de la vidéo en streaming sur son LMS, je ne suis pas sûr que ce soit très performant. Il vaut mieux avoir un connecteur et un lecteur YouTube ou autre et lire sa vidéo qu'on va charger sur YouTube. Moi, je crois beaucoup plus au développement de ces choses-là parce qu'on est plus dans l'esprit de ces outils. Non, j'ai un petit problème avec YouTube, en tout cas les clients, même si je comprends effectivement ce que tu veux dire. Je suis d'accord, effectivement, il faut se méfier du couteau suisse. Le couteau suisse, c'est super pratique, ça fait plein de choses, puis parfois ça finit par ne rien faire. Donc il y a peut-être effectivement un petit côté intéressant. En revanche, je reconnais, là pour répondre à votre question, nous on a vraiment choisi de développer une brique réseau social. On aurait pu probablement prendre une stratégie de s'interfacer avec un outil. On a estimé qu'il y avait beaucoup trop d'intégration entre justement le réseau social et la formation pour ne pas pouvoir le faire, en tout cas avec des outils externes. C'est bien, c'est vrai que le Facebook répond à énormément de choses. En revanche, moi j'ai besoin d'évaluer. Facebook ne me permet pas d'évaluer. Donc ça, c'est important. Moi j'ai besoin de créer un parcours avec des conditions. Ça, j'y arrive pas. C'est clair que si je n'avais pas ce besoin-là, Facebook peut parfaitement répondre à la demande. Par rapport à mes clients, non, c'était pas possible, en tout cas dans le projet. Maintenant, c'est vrai que sur certaines d'autres fonctionnalités de la plateforme, donc classe virtuelle, outils auteur par exemple, ou parfois outils d'évaluation, on aura tout intérêt à s'interfacer avec des solutions qui le font très bien. Oui, pour répondre aussi à cette question de est-ce qu'on va tous mourir dans peu de temps, je pense que il y a des secteurs où effectivement le LMS en tant que produit pourrait disparaître. Et je pense
principalement au secteur universitaire, où finalement, avec le centrage sur la communauté extrêmement fort, etc., ça pourrait marcher. Par contre, sur l'entreprise, il y a des contraintes organisationnelles, des contraintes de reporting, et tout un tas de contraintes qui sont propres au fonctionnement de l'entreprise. Et encore une fois, je reviens sur ce que je disais au début, l'enjeu, c'est pas de développer des super fonctionnalités. L'enjeu, c'est même pas de savoir si Facebook fait mieux que ce qui a été développé sur WT Manager, etc. L'enjeu, c'est comment on atteint l'objectif qui est rendre l'entreprise plus performante, et pour ça, former mieux ses collaborateurs, etc. Et donc, on est sur une chaîne de valeur. Et le fait de regarder si fonctionnellement ça c'est mieux qu'autre chose, en général, c'est une mauvaise analyse. Par contre, je crois qu'il y aura de l'intégration, et je suis convaincu que les problématiques organisationnelles des entreprises, ce ne sera pas la panacée sur Facebook, ce ne sera pas la panacée sur les Google Apps, etc. Et donc, il y a une place forte pour les éditeurs, et l'histoire, vous parliez des ERP, on parle des CRM, on voit que le marché a vécu ce qu'on est en train de vivre nous sur le e-learning, et que pourtant les SAP, ce sont des éditeurs, enfin les SAP, Oracle, etc., sont des structures qui se sont fortement développées, alors qu'il existait plein de choses qui faisaient des choses sans doute beaucoup plus performantes fonctionnellement, mais qui d'un point de vue macro pour une entreprise, parce que l'entreprise qui compte, c'est l'organisation globale, n'était pas adaptée. Et juste pour compléter, par contre, je vous rejoins, et c'est vraiment pour moi une explosion de tout ce qui est formation informelle. Et ça se prête très bien à la formation initiale, et je pense que ça va venir dans la formation continue. Je rejoins complètement Jérôme sur la dissociation entre le monde de l'entreprise privée et le monde plus centre de formation. Mais on voit bien du coup, ces réseaux sociaux ont permis, par leurs outils et la facilité de la prise en main, et que en fait, tout le monde les utilise, ont permis à chacun d'essayer de s'exprimer. Et on est vraiment dans la formation informelle, la formation par ses pairs, en tout cas dans l'échange. Et je crois que c'est déjà la réussite, elle est déjà de permettre à chaque personne de donner son avis, ce qu'on n'avait pas forcément à faire en présentiel, en salle de classe, quand on est 20, 30. Ces réseaux, on se protège, mine de rien, et c'est là où ils vont répondre à ça. Pour autant, dans le monde de l'entreprise, je ne pense pas que ça... C'est mon sentiment aujourd'hui, hein, très personnel, je ne pense pas que ça viendra prendre sa place. Facebook est beaucoup plus puissant que les outils de communauté qu'il peut y avoir dans les LMS. Ils sont au cœur de cible, best of breed. Et Facebook dans le LMS, ça me fait, à mon sens, moins peur que Google dans le LMS, si vraiment il fallait faire une comparaison. C'est intéressant que parler de formation informelle, parce que en formation informelle, on peut aussi parler des MOOC, hein, dont on entend beaucoup parler depuis quelques mois, hein, parce que c'est quand même relativement récent. Je suis tout à fait d'accord sur la question, sur le problème de traçabilité qui était évoqué tout à l'heure, que pose l'utilisation de ces outils-là, dans le sens où effectivement ils ne sont pas intégrés à la plateforme. Alors ça, Jérôme et Quentin l'ont très bien dit, et Pierre-Henri aussi, sur la nécessité au niveau de l'entreprise de savoir ce que fait le salarié, d'être capable de rendre compte, des preuves de rémunération, de prise en charge, etc. derrière. C'est également la traçabilité, un problème quand on est un organisme de formation, quand on est un formateur, de savoir ce que font ses apprenants. Un tuteur, il ne peut intervenir que s'il a une vision de l'activité de ses apprenants quand ils sont à distance. C'est la grosse difficulté aujourd'hui du formateur à distance, c'est qu'il est face à une salle noire, hein, c'est comme si on avait tout éteint, je ne sais même pas qui est en face, et je cause tout seul et je ne sais pas ce qui se passe de l'autre côté. Si on n'a pas des outils de reporting, il n'y a pas que ça, mais si on n'a pas des outils de reporting qui nous permettent de dire, j'avais mis un document en ligne, j'ai un groupe de 24, il y en a 23 qui l'ont téléchargé, et le 24e, je vais leur lancer pour qu'ils le fassent parce qu'il a une activité à faire, le tuteur, il ne peut pas intervenir. Donc, effectivement, dès qu'on sort du cadre de la plateforme, on va utiliser des outils qui n'ont pas été prévus pour faire du reporting, même si bien évidemment on sait que tout est tracé derrière, mais on n'a pas l'interface qui permet de récupérer ces infos-là. Et donc on va avoir, en tant que formateur, dans l'organisation et dans le suivi des activités pédagogiques que l'on met en œuvre, on va avoir une difficulté effectivement nouvelle, qui est typiquement, alors qui est portée, moi de mon point de vue, à son paroxysme, avec la mise en place des MOOC. Là, effectivement, vous imaginez bien qu'un formateur et 100 000 apprenants derrière, il a un petit peu plus de mal à faire du suivi.
Ouais, je voulais juste ajouter aussi une chose, c'est que je pense qu'il y a cette tendance là dont on parle de développement du social learning, qui en fait, finalement, c'est l'usage d'outils de communication, in fine. Mais ça ne va pas être le tout formation. Pour moi, la formation, peut-être vieux jeu, mais il y a des tâches prescrites, des tâches réelles, des objectifs, on mesure l'écart entre les tâches prescrites et les tâches réelles, on fait la remédiation, etc. Et donc il y a toute une structuration pédagogique qui sera aussi à construire. Et donc il y a une ossature qui est à mettre en œuvre, et autour de ça, on va avoir de la communication et tout un tas de choses. Et je ne pense pas que les outils dont on parle, même Google, si tu veux, rassure-toi là-dessus, je pense que Google, la pédagogie, ce sera pas vraiment son truc, quoi. Donc, certes, il aura des choses extrêmement puissantes, sur lesquelles nous, en tant qu'éditeurs, on ne pourra peut-être assurément pas lutter, mais par contre, sur le fait d'avoir quelque chose qui, dans l'intégralité de la chaîne de valeur, créée, gérée, diffusée, etc., a un sens pédagogique, se construit, s'articule en logique blended, etc., je pense que là, ils vont ramer un peu, quand même. Oui, d'ailleurs, on le voit en fait quand on regarde le LMS qu'ils ont sorti. Enfin, on est très très loin de ce que font de l'offre en général d'ailleurs. Mais alors, bon, c'est intéressant. On a anticipé effectivement sur un certain nombre de sujets. Il y a un point pour terminer que j'aimerais qu'on aborde, qu'on n'a pas trop abordé, qui me paraît important. C'était les contenus quand même. Et la relation entre le LMS et puis les outils de production de contenu. Donc là-dessus, on trouve des stratégies variées. Il y a donc des éditeurs ou des offres, en fait, hein, même dans le monde du livre, qui proposent en interne ou associent en fait, des outils, on va dire, intégrés de production de contenu. Et puis il y a aussi, évidemment, tout ce qui est produit avec des outils qui ne font que de la production de contenu et qu'on va devoir intégrer dans les LMS sous forme de briques et avec une liaison en fait, de communication en respectant un certain nombre de normes comme SCORM, par exemple, ICC, etc. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un petit peu votre point de vue, alors à la fois en fait en termes aussi de différenciation de solutions. Hein. À votre avis, est-ce qu'on va vers quelque chose d'intégré en fait? Est-ce qu'on va vers quelque chose où il y aura toujours un écart entre les outils de production et les outils de diffusion, en fait, hein, les LMS? Est-ce qu'il y a certaines fonctions qui sont plus propices à être intégrées de manière native dans un LMS? On l'a vu par exemple dès le départ, tout ce qui est quiz, etc. était assez naturellement intégré dedans, et puis tout ce qui était contenu, on va dire, plus varié était souvent mis de côté. J'aimerais bien avoir votre avis un peu là-dessus, à la fois en termes de vos expériences à vous, de votre stratégie, hein, pour ceux qui sont éditeurs parmi vous, et puis de l'évolution aussi pour le monde du libre. Moi, je vais parler juste sur un aspect un peu général, parce qu'effectivement, il n'y a pas de produit. On a, sur la logique d'avoir des outils externes qui produisent des contenus, ces contenus sont, on va dire, verrouillés d'une certaine façon, hein, puisqu'on peut en faire des briques qu'on ne pourra pas modifier après une fois qu'elles sont sur la plateforme. Et l'autre logique qui est de dire, j'ai un outil, notamment une plateforme, qui intègre un outil auteur me permettant de faire le contenu, ça répond aussi à deux logiques du point de vue des formateurs, de l'équipe pédagogique qui va mettre en œuvre. Et là, on aura, et je crois que Quentin l'a abordé tout à l'heure, de dire avec des personnes, des formateurs qui vont être hésitants à utiliser des contenus faits par d'autres, hein, dans certains cas. Est-ce que je ne perds pas en fait ma légitimité de formateur parce que je ne suis plus producteur du contenu? Et moi j'essaie de me battre justement pour dire que, notamment avec on va dire ce qui est en train quand même de monter en puissance sur les ressources éducatives libres, de faire utiliser des ressources déjà existantes et d'en faire ces scénarios pédagogiques. Hein. Donc ça c'est une chose. Et puis malgré ça, vous avez des formateurs, je vais un petit peu caricaturer, mais qui sont persuadés que ce qu'ils font eux, c'est meilleur que ce que font tous les autres dans le monde. Donc, ils veulent pouvoir faire leur contenu. Et donc, dans ce cas-là, on va leur proposer, ils voudront, enfin, on va leur proposer, ou ils seront exigeants, par le fait d'avoir un outil intégré à la plateforme la plupart du temps, qui leur permet de produire leur propre contenu. Donc là, on a aussi, c'est plus de la technique, c'est plus économique, c'est vraiment une logique de propriété du contenu au-delà des droits d'auteur, mais je me sens propriétaire et je me valorise en produisant mon propre contenu.
Donc là, on va trouver, juste pour conclure, dans les plateformes open source, on a un certain nombre de plateformes, pas toutes, qui proposent des outils auteurs qui sont malgré tout très limités par rapport à ce que peuvent proposer mes confrères là autour. C'est clair que si on veut aller vers on va dire du multimédia avancé, je ne parle pas de Sirius Game, mais rien déjà du multimédia avancé, on sera beaucoup plus limité sur les outils auteurs intégrés que pour les plateformes open source, j'entends, que sur l'utilisation d'outils auteurs externes. De mon point de vue, j'ai postulé encore pour la paroisse, moi je pense qu'une plateforme ne devrait jamais produire du contenu. Il faut voir d'où viennent les contenus. Les contenus peuvent être effectivement achetés parce que c'est des contenus sur étagère, ça peut être des contenus métiers qui vont être faits par un prestataire, ça peut être des contenus qui sont faits effectivement par l'équipe interne avec des outils auteurs, Learning Maker par exemple, Lectora par exemple également. Je pense qu'il faut vraiment séparer, parce que c'est là que la valeur va être créée, c'est là où l'entreprise va investir. À partir du moment où on commence à développer des contenus avec une plateforme, il faut faire le deuil justement de la portabilité de ces contenus sur une autre plateforme. Et là, tous les investissements vont être effectivement liés fortement à la plateforme. Et là, il faudra effectivement espérer que la plateforme évolue dans le bon sens. Et c'est justement pour cela qu'il y a eu des normes qui ont été mises en place. Et c'est justement pour rendre possible cette interopérabilité entre d'une part les outils auteurs, les prestataires, les contenus génériques, et d'autre part les plateformistes. Et encore une fois, c'est un problème de spécialisation. Je ne crois pas aux outils auteurs intégrés. On arrive à des choses qui sont très très loin des exigences, en tout cas demandées. Alors c'est à ce côté pratique, mais propriétaire et dangereux à terme pour les investissements. Je vais laisser Quentin parce qu'il a dit je suis pas d'accord, donc c'est plus intéressant. Ah non, je vais ça, j'ai dit. Tu m'as dit je suis pas d'accord. Non, je pense que tu ne dois pas être d'accord. Je suis assez content parce que je pense que depuis le début, vous avez compris qu'il y a une différence propriétaire et open source, mais après, par la discussion qu'on peut avoir, pourquoi est-ce qu'on bosse pas ensemble en fait? Et donc là, on a vraiment une différence de point de vue et ça peut être intéressant. Moi, je rejoins complètement la logique expertise de l'EMT. On est, en tout cas, nous, chez FutureSkill, avec Sifadis, sur le principe, donc, ce que je disais tout à l'heure, de la gestion et la diffusion des actions de formation, on n'est pas sur la version de création, et que c'était sur un module de quiz intégré qui permet de faire des choses plutôt sympas pour aller au plus vite par rapport à des besoins de plus de satisfaction, des choses comme ça. Il y a une vraie, c'est une vraie politique en termes de choix de plateforme LMS. Peu importe en fait là qu'on soit dans le monde de l'entreprise, dans le monde du centre de formation, quoi que ce soit, c'est pour moi il est important, il est nécessaire de garder de l'indépendance par rapport entre le contenu et la plateforme. Vous lancez un projet demain, vous vous dites voilà, je sais que j'ai tel et tel projet de formation, j'ai lancé 3 grandes formations pour mes collaborateurs. Typiquement, si on se dit Learning Maker va très bien répondre pour créer ce contenu demain, mais qu'est-ce qu'il en sera dans 5 ans par rapport à d'autres contenus? Voilà, l'idée c'est de se dire, je vais aussi suivre le marché en fonction de ce qui va arriver, en fonction de ce qui va m'être proposé, et on voit bien que le marché il évolue. Avant on parlait beaucoup il y a 3 ans d'Adobe Presenter. Adobe Presenter c'est quand même pas aujourd'hui l'outil le plus utilisé, enfin, ça a changé en tout cas en termes de positionnement, on est plus sur du storyline, en termes d'outils et d'outils du marché. Donc il y a vraiment des évolutions, et le fait de garder cette indépendance contenu et contenant, donc plateforme et outils auteurs, c'est pour moi la garantie. Le plateformiste il n'a pas le choix d'être compatible avec les outils auteurs du marché. Parce qu'il ne va pas proposer autre chose comme alternative. Donc il va devoir suivre l'évolution des normes, et rien que suivre l'évolution des normes, c'est quand même un sacré boulot pour l'éditeur. Garder une plateforme qui soit compatible Score 1.2, Score 2004, AICC 3.2, et ainsi de suite, 2.3 d'ailleurs, et ainsi de suite, c'est 3.5. Ouais, mais je vais perdre dans les chiffres. Enfin, AICC quoi. C'est déjà quelque chose de très lourd pour l'éditeur. Et on a parlé sur le point d'avance sur SAP qui fait plein de choses, mais pour un moment on sait que c'est pas forcément les meilleurs dans leur domaine. Moi je pense qu'on peut vraiment être bon dans un seul domaine d'activité, et le domaine de l'édition est un vrai métier. L'édition de logiciel est un vrai métier, et mettre en place une plateforme qui puisse voir dans le temps. Pour autant, et ça va faire la transition avec ce que tu vas dire Jérôme par la suite, c'est que il est important pour nous d'être compatible avec les outils auteurs du marché, et tous les outils auteurs du marché. Et on le disait dans l'introduction, entre nous, on a un client commun qui est la SNCF, qui utilise Learning Maker pour mettre sur la plateforme Sifadis. Donc c'est pour ça on travaille ensemble sans travailler ensemble, parce qu'on est dans un marché commun aujourd'hui. Je suis d'accord plutôt. Donc
Alors, à une petite nuance près, c'est que nous, depuis 2 ans, on est sorti de, même si aujourd'hui Learning Maker est assez connu sur le marché, et tant mieux, parce qu'on a pris une part de marché importante, mais on a revu notre gamme, et aujourd'hui, Learning Maker en tant que tel n'existe plus. On a construit un LCMS d'un côté et un LMS de l'autre. Et là, je fais une petite définition sémantique, parce que pour beaucoup de gens, un LCMS, c'est un LMS qui intègre un outil de création de contenu. Sauf que dans la norme ADL, c'est pas ça. Un LCMS, c'est un outil qui crée du contenu et qui va gérer tout ce qui est historique, versionning, collaboratif sur les phases de création de contenu, etc. Jusqu'à un moment donné où on dit hop, publier, et là, on sort du LCMS. Et là, il y a 2 mondes. Soit on publie, si je suis à la SNCF, et je mets sur mon poste, et après je fais upload, et je mets chez Cifadis, et tout marche très bien, tout le monde est content. Soit je suis chez un autre client plus intégré, solution IDCO, et je publie, et ça va directement sur le LMS. Mais il n'en reste pas moins qu'on est bien sur 2 types d'applicatifs, avec effectivement des savoir-faire assez différents, des problématiques assez différentes, des process, dans un cas des process assez organisationnels, reporting, etc. Dans le cas, on est sur des process d'organisation de la production, c'est un autre métier. Donc, mais en tout cas, nous, dans notre vision des choses, on a cette logique création, gestion, je vais en reparler, et diffusion. Mais il y a bien une séparation entre le LCMS et le LMS, donc là, je suis complètement en phase avec mes confrères. Le point qui me semble important, c'est que aujourd'hui, une ressource, c'est plus je crée, je diffuse. Mais dans la vraie vie, une ressource, je crée, je la versionne, voire je la traduis, parce qu'on travaille avec des entreprises internationales, donc il faut la localiser dans plusieurs langues, voire je collabore avec des experts qui vont valider telle ou telle page, etc. Donc il y a tout un cheminement qui est propre à la gestion de la ressource, à la vie de la ressource. Et on ne peut plus rester dans un schéma outil de création, outil de diffusion. Il y a forcément quelque chose au milieu qui harmonise le process. Et donc il y a l'harmonisation des process qui est importante. Et la deuxième chose, c'est l'harmonisation technologique. Tu disais, présenteur hier, storyline aujourd'hui, et puis learning maker au-dessus de tout ça. La problématique de tout ça, quels que soient les outils, c'est à un moment donné le patchwork technologique que vous allez créer. On parlait au début de la technique du LMS, elle apparaît un petit peu dans la phase d'installation, mais après, on la voit plus. Par contre, la technique de la production de contenu, la gestion des normes, j'ai produit avec tel outil, j'ai fait travailler tel prestataire et ça ne marche pas sur la plateforme, etc. Le patchwork technologique, c'est une horreur et c'est un temps de perdu colossal pour les entreprises. Donc nous, notre vision des choses, c'est d'avoir des solutions qui s'appellent des LCMS, qui sont des solutions beaucoup plus intégrées et qui permettent de créer du rapid learning, voire du fast learning, voire de la vidéo, du e-learning traditionnel, du serious game, tout type de ressources avec un noyau technologique commun. Et l'enjeu de ça, c'est que je fasse travailler un prestataire externe, que je le fasse en interne, parce que les formateurs, ils font jamais du serious game, ils font même jamais du e-learning, ils font du rapid learning, et voilà, et nous, ils font du quiz. Et le fait de tout faire sur une technologie commune, c'est surtout ça qui a de l'efficacité. Et encore une fois, je pense que les effets de mode, de tel outil est mieux, etc., c'est bien, mais in fine, est-ce que la force que je donne à mon entreprise, c'est pas d'avoir un vrai moteur, un moteur structuré, c'est peut-être pas le petit plus fonctionnel qui est super à la mode. Oui, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Jérôme, c'est qu'est-ce que l'on vise comme contenu, et entre effectivement un contenu de rapid learning, voire, je vais me prendre encore plus simple, une page HTML où on transmet une connaissance, et on va dire un serious game à l'autre bout, voire même une ressource par laquelle on intègre beaucoup de multimédia. La question elle se pose sur les compétences de la personne qui met en œuvre. Si l'outil auteur que l'on propose et qui est tout à fait bien, on va dire, pris en compte dans les plateformes open source quand elles sont destinées à des formateurs, hormis le cas du formateur spécialisé en multimédia, le formateur, c'est pas son métier de créer de la ressource multimédia, c'est d'être formateur en gestion, en management ou dans d'autres choses. Donc sauf à trouver le bouton à 5 pattes qui sait faire les deux, il faut qu'on l'outil auteur intégré dans ce cas-là à la plateforme lui permet, avec un minimum d'envie et de connaissances techniques de base, de pratiques informatiques, d'être capable de produire du contenu simple. Même si on lui facilite
l'accès à quelques fonctionnalités multimédia parce que ça évolue. À partir du moment où on veut aller vers des choses avec un multimédia plus intégré, vers des choses plus complexes à réaliser, on a essayé, moi j'ai encadré, accompagné des formateurs pendant plusieurs années avec ça, et on a fait une première expérience, ça rappellera des choses à certains, d'essayer de faire du contenu avec des logiciels purement multimédia, où à la limite on était presque à l'écriture de la ligne. Ensuite, on a tout externalisé, et puis les formateurs ont dit nous on aimerait bien faire nous-mêmes. Et on a choisi e-learning maker. Et on a dit on va choisir, on va former les gens. C'était bien, hein, c'est une bonne chose. Jusqu'ici ça part bien l'histoire. Non mais l'histoire se continue bien parce que la structure continue d'utiliser e-learning maker. Si ce n'est que les formateurs, ils ont cru qu'e-learning maker à un moment donné c'était comme faire un PowerPoint. C'était un outil qui effectivement, je ne sais pas si je vais dire il était vendu. Jérôme va peut-être me reprendre si il était vendu comme un outil simple d'accès pour le formateur. Oui, parce qu'effectivement, c'était plus accessible qu'un logiciel multimédia, c'est évident, avec un minimum de compétences. Mais on est tout de suite confronté à des problèmes de format, des problèmes de connaissances techniques multimédia, auxquels le formateur ne sait pas répondre, ou difficilement, et dans ce cas-là, on est bien obligé de passer par d'autres outils qui vont permettre, et d'autres outils et d'autres compétences pour mettre en œuvre ces outils. Donc c'est qui aussi fait le contenu. Alors, c'est vrai, et nous, on a deux phases dans notre vie de la société, dans notre vision du marché. On a commencé avec la création d'e-learning maker, avec cette promesse, on a même trois phases. On a cette promesse de c'est simple, allez-y, vous pouvez le faire. La première promesse. C'était vrai ? Mais c'est vrai, non mais c'est pas excessivement compliqué dans l'absolu. Mais ceci dit, PowerPoint c'est pas compliqué non plus, mais en même temps il y a plein de gens qui savent pas faire. Donc c'est pas si simple que ça. Le deuxième temps, ça a été on ne vend pas à licence si on n'accompagne pas les équipes parce que finalement il y a de l'apprentissage de certaines fonctionnalités techniques, mais aussi de l'apprentissage de process, etc. Et puis on est passé encore à un stade supérieur, qui est de se dire finalement l'outil c'est bien qu'il sache faire plein de choses, mais est-ce que c'est les compétences qu'on doit adapter à l'outil, ou est-ce que c'est l'outil qui doit être beaucoup plus intelligent et s'adapter aux compétences? Et c'est là où on a basculé dans la logique LCMS. Et aujourd'hui, on a une solution qui permet de créer, avec le même moteur, qui est toujours la base, c'est e-learning maker, des contenus présentiels interactifs. C'est-à-dire on peut faire jouer une salle comme ça, en direct, avec des iPads, pourquoi pas, en interactif. On peut créer du rapid learning, on peut créer du learning, on peut créer du serious game avec des objets à apprendre, etc., etc. Et tout ça dans la même solution. Mais pour que l'utilisateur puisse le faire, on a le fait que ce soit une solution centralisée, des profils, et on dit, tel public, ils vont faire que du rapid learning. C'est-à-dire ils vont avoir du clic-bouton, parcourir, chercher PowerPoint, jouer mon PowerPoint, le commenter avec une vidéo, publier, terminer. Ça ne répond pas à tous les besoins pédagogiques, mais par contre, pour certains publics, ça peut marcher. Et donc, on va ouvrir des droits. Et c'est ça, je pense, la nouvelle ère de la création de contenu. Je pense qu'elle est beaucoup moins, est-ce qu'on fait du e-learning, du rapid learning, etc. Elle est comment j'utilise le digital dans la formation, que ce soit en présentiel ou en distanciel, et pour faire ça, comment j'adapte l'outil que j'utilise aux ressources que j'ai dans mon équipe, à mes formateurs, entre celui qui est hyper performant et celui qui débute, je ne vais pas leur donner les mêmes fonctionnalités. Et je pense que ça, c'est une vraie évolution, et on voit tout de suite, nous, les gains d'efficacité qu'on a par rapport à ça. Alors pour revenir sur ta première intervention, Jérôme, je suis assez content parce qu'en fait, t'as dit qu'on était d'accord. C'est-à-dire que éditeur de LCMS et éditeur de LMS, c'est pas la même chose. Et donc c'est pour ça que, pour revenir à la première question de Sylvain, comment est-ce qu'on fait par rapport au contenu et au contenant pour donner les normes par rapport à ça? Et lorsque tu décris, on sent bien qu'il y a un vrai savoir-faire de ILOCO sur toute cette partie LCMS. C'est du coup comment est-ce qu'on peut continuer à investir sur les nouvelles normes? Comment est-ce qu'on fait pour essayer d'anticiper TeamCalm qui arrive? Comment est-ce qu'on fait par rapport à ce qu'en 2004 sur lesquels on a anticipé, mais en fait ça fait à moitié un flop? Comment est-ce qu'on fait par rapport à tout ça en étant sur deux mondes différents? Parce que ce sont deux mondes qui sont complémentaires pour l'utilisateur final, mais qui sont différents dans le domaine technique et techno.
C'est une question. C'est une question ouverte. Alors, moi, la grosse nuance que je fais, en fait, ça dépend du positionnement. Et là, en l'occurrence, c'est presque une question qui positionne Future Skills d'un côté et IdoCO de l'autre. C'est-à-dire que la question, elle pourrait être la même sur comment tu fais pour gérer la diffusion et la gestion des compétences, alors que c'est des processus et des choses très différentes. En fait, la problématique, c'est quelle est la chaîne de valeur que tu veux créer. Et quand on est éditeur, on se dit, bah voilà, on a un périmètre et on va donner de la continuité fonctionnelle dans ce périmètre. Si les process ne sont pas les mêmes, c'est exactement la même problématique entre un LMS et de la gestion des compétences. Les process n'ont rien à voir. Mais vous, ce que vous avez créé en tant qu'expérience chez Future Skills, c'est de se dire, on va partir d'un point A et on va donner de la continuité jusqu'au point B. On fait la même chose, mais on ne le fait pas du même endroit. On va le faire de la création de contenu, voire de la création de dispositifs pédagogiques, on peut même structurer ces dispositifs, etc. Et aller jusqu'à la diffusion et au reporting. Après, on a décidé de ne pas aller plus loin, mais cette chaîne-là, elle est ultra cohérente. Après, ce n'est pas les mêmes savoir-faire, etc., de process, mais tu ne me feras pas dire que c'est deux boîtes qui devraient être différentes. Il y a une vraie fluidité, et c'est ce qui fait la force de notre solution. C'était pas le but de te faire dire ça, d'ailleurs, moi c'est pour ça que je pose la question ouverte, c'est parce que c'est une question qui pour moi doit s'ouvrir aussi par rapport à ça. C'était pas du tout une mise en situation pour... Ma réponse te convient? C'est pas mal. Bon, très bien. Écoutez, en tous les cas, ça montre bien au travers de ces exemples, parce qu'il est venu le temps de conclure, donc que la problématique de l'intégration de ce type de solution en fait nécessite une réflexion en fait approfondie de ce que l'on souhaite faire en termes d'organisation, que cette chaîne de valeur finalement c'est la problématique du client avant tout, celui qui utilise, celui qui veut mettre en place son dispositif, qu'effectivement on a vu au travers de ce que vous avez dit, ce que vous proposez, ce que vous avez vos témoignages, que finalement il y a certaines solutions effectivement qui peuvent accompagner certains clients dans certains cas et qui peuvent correspondre effectivement à sa problématique. On a vu aussi au travers de ces exemples-là que l'offre était extrêmement variée, que le LMS était quand même un des éléments centraux autour duquel tournait finalement toute la problématique de la formation en ligne aujourd'hui, et que comme ce monde a été de plus en plus ouvert et de plus en plus soumis à des pressions, on a parlé de Facebook, on a parlé des outils auteurs, on a parlé de la 2483, donc tout ça c'est quand même des mondes extrêmement différents qui ne se connaissent pas et qui se rejoignent en fait au travers de ce LMS. Donc j'espère qu'on vous aura apporté en fait quelques éclairages par rapport à tout ça. Je vous remercie en tous les cas pour votre participation active et tout à fait intéressante. Je vous remercie pour votre participation également, pour votre écoute. Je ne sais pas si vous voulez après continuer à poser des questions. Je pense que nos intervenants seront là et vous pourrez les contacter. Je vous souhaite donc une bonne continuation pour cette journée et à très bientôt, j'espère. Merci.